on est dans un monde en guerre économique. Il n'y a pas, au XXIe siècle, d'indépendance politique possible sans indépendance industrielle et technologique. J'ai gagné en triangulaire face à la France Insoumise d'un côté et le Rassemblement National de l'autre au deuxième tour en 2024. Quand t'es élu, que tu sois maire, que tu sois député, que tu sois autre, tu bosses 17h ou 18h sur 24 et 7 jours sur 7. Si ça te plaît pas, tu te représentes pas la prochaine fois. Dès que j'allume mon fil Twitter, je me fais insulter. Ma mère se fait insulter. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la naïveté dans l'Union européenne, justement, un pseudo-libéralisme qui ne joue pas en la faveur, finalement, des entreprises européennes à l'arrivée ? Il faut qu'on assume de mener une politique de protection de notre marché et de nos entreprises vis-à-vis du dumping social et fiscal dont bénéficient les entreprises chinoises. Depuis 2017, on a baissé les impôts des Français et de nos entreprises de 60 milliards d'euros par an. Nos entreprises, elles ont créé 3 millions d'emplois en France depuis 7 ans. Je pense que notre énorme combat, maintenant qu'on n'a pas du tout résolu, c'est de foutre la paix aux entrepreneurs. La paperasse de dingue que tu veux faire, elle n'est pas acceptable. Depuis le début de notre entretien, ils se disent soit ce mec est génial, soit ce mec est un gros con. Les deux premiers vecteurs des flux migratoires au XXIe siècle, c'est les guerres de l'eau et c'est le changement climatique. D'une immigration de masse qui devient insoutenable pour le peuple français, mais qui devient insoutenable aussi pour les pays d'origine dont on dépouille une part de la jeunesse, ce qui est un sujet qui n'est pas moral. Bonjour et bienvenue dans RSVP, le podcast où la voix des citoyens rencontre celle de ceux qui dirigent. Ici, on explore les coulisses de la politique, de l'économie et des entreprises avec ceux qui les façonnent. On pose les vraies questions, celles qui comptent, pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'épisode est disponible au format long sur YouTube, en format court sur mes différents réseaux, TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat, et au format audio sur les plateformes de streaming. Pour cet épisode, on reçoit Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, élu à l'âge de 25 ans, de la première circonscription des Yvelines. Bonjour Charles. Bonjour, merci pour ton invitation. Et ça fait très plaisir d'être ici. Merci à toi. Alors déjà, je préviens évidemment les spectateurs, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Charles, je pense que c'est plus simple. Tout à fait, il faut être transparent et puis on s'est toujours tutoyé, donc on va continuer, c'est avec grand plaisir. Sinon, ce serait un peu bizarre en effet. Est-ce que tu as déjà fait des podcasts ? Parce que je sais que tu as fait des interviews, c'est évident, mais est-ce que des podcasts d'1h30, tu as l'habitude ? Alors honnêtement, des podcasts comme celui-ci, non, je crois que c'est la première et je suis super heureux d'être avec toi parce que je suis beaucoup tes vidéos, je suis aussi beaucoup les commentaires de tes vidéos. Je trouve qu'il y a plein de gens hyper intéressants qui te suivent et donc dès sa publication, moi j'ai hâte de lire les réactions de tous, de chacun pour pouvoir y rebondir aussi parce que je vais apprendre plein de trucs, je sens. Nous aussi, on l'espère. En plus, tu pourras répondre directement aux abonnés dans la dernière séquence, donc c'est plutôt intéressant. Super. Donc on a pour 1h30, donc tu peux développer tous tes points. On n'est pas en plateau télé, on n'a pas 2 minutes. Là, tu as vraiment le temps, je pense, de développer tout un argumentaire. Génial. Et je te propose de passer en fait directement à la première séquence qui est l'entretien d'embauche. Donc en fait, l'objectif, c'est de découvrir qui est Charles Rodwell, le député, mais aussi l'homme sous le costume. Excellent, très bien. Est-ce que déjà tu pourrais nous présenter un peu ton parcours académique et professionnel ? Avec plaisir. Bonjour à tous, Charles Rodwell. Donc, je suis né à Londres d'une mère française et d'un père anglais, d'un père britannique. Je suis arrivé en France, dans le sud de la France, puis à Versailles pour mon école primaire. Ma mère habite désormais à Versailles toujours. Mon père habite un peu plus loin dans les Yvelines. J'étais à Saint-Quentin-de-Yvelines, ensuite dans la vallée de Chevreuse. Et j'étais à l'école là-bas. J'étais ensuite à Sciences Po à Paris, à la London School of Economics à Londres. Et puis je suis parti vivre un petit peu en Inde. J'ai été ensuite au Maroc et en Côte d'Ivoire, qui sont les deux lieux où j'ai eu mes premiers métiers. Et puis en 2020, mon père en politique, mon mentor en politique, François de Mazières, le maire de Versailles, m'a proposé de rejoindre sa liste pour le combat des municipales de 2020. Il a été réélu, j'ai été élu sur sa liste et je suis devenu son adjoint au maire de Versailles, ma ville. Ma passion s'était déclenchée. J'ai rejoint le groupe EDF. J'ai rejoint ensuite Bruno Le Maire à Bercy, dont je suis devenu le conseiller discours, la plume, comme on dit dans les cabinets ministériels. Donc j'écrivais ces discours et je m'occupais du volet prospectif. Il y viendra peut-être après, tu me diras ce qui intéresse tes auditeurs et tes téléspectateurs. Et puis ensuite, je me suis présenté aux législatives, donc les élections pour devenir député, en 2022, effectivement à l'âge de 25 ans. J'ai une chance immense, c'est que les électeurs de ma circonscription, donc Versailles, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, m'ont élu député de notre circonscription. Et j'ai été réélu député aux élections législatives de 2024. Et me voici donc survivant parmi les députés du bloc central, encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui assez éclatée. Sauf qu'en 2022, tu avais obtenu, je crois, 60% au second tour, donc en fait, une belle élection quand même. Voilà, j'avais affronté la France Insoumise au second tour. Donc il y avait un peu toutes les forces politiques au premier tour. Et puis j'étais arrivé
en tête du premier tour face à la France Insoumise. Pour préciser, je suis élu du parti Ensemble pour la République. Donc, c'est le groupe qui est aujourd'hui présidé par Gabriel Attal, qui est le groupe qui soutient globalement le président de la République avec le groupe du MoDem et le groupe d'Horizon, le groupe d'Édouard Philippe. Et puis, en 2024, j'ai affronté la France Insoumise et le Rassemblement National en triangulaire, parce qu'aux élections des députés, on peut se retrouver à 3, à 2 ou à 3, voire parfois à 4, mais c'est très rare au deuxième tour. Et j'ai refusé le Front républicain, d'organiser le Front républicain avec la France Insoumise, parce que, peut-être y venir, pour moi, le Front républicain avec la France Insoumise n'est pas un Front républicain. Et donc, j'ai gagné en triangulaire face à la France Insoumise d'un côté et le Rassemblement National de l'autre, au deuxième tour en 2024. Ok, c'est fort. Quand tu étais enfant, quel était le métier de tes rêves? Alors, quand j'étais petit, mes parents, mes grands-parents, ma famille me dit que je voulais être explorateur. Donc, je voulais découvrir plein d'endroits sur la planète. Je me suis rendu compte en grandissant que tout avait globalement été exploré. Et il n'y a que 2 endroits qui n'ont pas été explorés. Les fonds marins, mais je plonge assez mal. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Et l'espace, mais j'ai le vertige. Donc, je me suis rabattu sur une autre de mes passions, qui était l'engagement politique, qui est un virus qui m'a piqué, dans le bon sens du terme, depuis un très jeune âge, depuis que j'étais ado, quoi. Et du coup, je me suis orienté vers cette passion-là. C'était une évidence pour toi, la politique, finalement? Oui, en fait, la politique, tout le monde a une histoire différente avec la politique. Mais il faut voir, c'est que la politique, c'est pas juste un combat d'idées, c'est de l'humain. C'est des histoires humaines, la politique. C'est charnel. C'est des passions qui animent. Moi, les gens que je vois dans l'hémicycle aujourd'hui, même ailleurs à l'Assemblée, d'ailleurs, que ce soit des gens avec qui je suis d'accord ou des gens avec qui je suis en profond désaccord, il y a une chose que je reconnais à tous ceux qui sont là, c'est qu'ils se battent avec passion, à la fois pour des idées, mais aussi pour des raisons humaines. Et moi, ce qui m'a amené à la politique, c'est 2 choses. Un, des combats que je voulais mener. On va y venir après. Moi, j'ai 2 grands dadas. La guerre économique qui est en cours et la protection de nos entreprises, parce que derrière les entreprises, c'est des millions d'emplois sur le territoire français. Et la deuxième chose, c'est l'immigration, pour que nous, le bloc central, les forces modérées de ce pays, on porte enfin un discours crédible sur cette question, qui viennent confronter et qui viennent gagner face aux visions que moi j'estime être caricaturales, mais chacun a son avis, qui est celle de l'extrême gauche comme de l'extrême droite sur cette question. Et puis, c'est une affaire d'humain, une affaire de rencontre humaine. Et j'ai une chance immense, c'est que j'ai rencontré 2 hommes dans ma vie, dans ma jeune vie politique, qui m'ont fait confiance. François de Mazières, le maire de Versailles, Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui m'ont fait confiance, l'un après l'autre, qui ont toujours été loyaux à mon égard et à qui je dois beaucoup, parce que oui, la politique, c'est une affaire d'idées, c'est aussi une affaire de rencontres humaines que chacun peut faire à n'importe quelle étape de sa vie. Et justement, toi, tu parles beaucoup de l'humain. Tu as aussi d'ailleurs une culture franco-britannique. Comment ça a influencé ta vie, cette ouverture quand même sur 2 pays, même si on est quand même très proches l'un des autres? Comment ça influence ta vie, cette double culture? Le compromis. Moi, il y a un truc sur lequel je rebondis à l'instant, c'est qu'en fait, c'est 2 peuples hyper différents. Moi, j'ai souvenir quand j'étais gamin de voir mes 2 grands-pères l'un assis à côté de l'autre, Simon d'un côté, Dominique de l'autre. C'était un peu, sans mauvais jeu de mots, Churchill et De Gaulle, c'est-à-dire qu'ils baragouinaient chacun dans leur langue pour essayer de se comprendre. Et entre les deux, mes parents qui faisaient la jointure entre 2 cultures qui sont hyper différentes. Okay, oui. Mais hyper différentes. Les Anglais n'ont pas du tout le même sens de l'égalité. De l'humour. Effectivement, de l'égalité, de la liberté. L'identité insulaire, c'est un truc qui est hyper vrai. L'identité britannique n'a rien à voir avec l'identité française. Et donc, forcément, quand tu grandis avec 2 cultures, et j'ai une chance immense d'avoir grandi avec ces 2 cultures, c'est pour ça que moi, je pense que la binationalité, quelle que soit ta binationalité d'ailleurs, que tu sois d'Europe, que tu sois du Maghreb, que tu sois d'Afrique, que tu sois d'Asie, que tu sois d'ailleurs, c'est une immense richesse parce que tu as 2 cultures qui t'animent, dans lesquelles tu dois toujours trouver des compromis. Parce que c'est des cultures qui ne se ressemblent pas forcément, ou d'ailleurs les gens pensent qu'elles se ressemblent, mais en fait, elles ne se ressemblent pas tout à fait. Et du coup, tu dois constamment trouver des compromis entre, par définition, des cultures millénaires qui ne se ressemblent pas tellement. Et donc, c'est une immense chance de pouvoir avoir 2 expositions. Oui, puis en plus, on n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on est alliés depuis 80 ans ou 100 ans qu'on a toujours été bon amis avec ces autres pays, en fait. En réalité, moi, je vois, je suis franco-italien. Ils n'ont pas toujours été amis, les Français et les Italiens, en fait, sur le papier. Clairement pas, surtout en Europe. Quand tu es à Paris, tu as... la gare d'Austerlitz, l'avenue de Wagram, les grandes victoires napoléoniennes. Et quand tu passes côté britannique, tu as tout de suite la Trafalgar Square et la gare de Waterloo, qui sont les 2 les plus grandes défaites infligées à la France dans son histoire. Donc tu vois qu'en fait, nos 2 pays n'ont pas du tout été amis depuis toujours. Mais aujourd'hui, on voit dans les événements, et on va en parler,
actuelle, l'identité, la culture et la civilisation européenne, ça veut dire quelque chose. Et on a une chance immense d'avoir des dirigeants politiques qui aujourd'hui essaient de mener le combat de front pour les pays européens et pour les peuples européens. D'ailleurs, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant de devenir député, tu as été collaborateur de Franck Riester. Tu as été donc adjoint au maire en 2020 à Versailles. Tu as été au cabinet de Bruno Le Maire. En tant que ministre de l'économie, tu es devenu député à 25 ans. C'est quand même très différent de ce qu'on fait normalement à 25 ans. Est-ce que ça a totalement bouleversé ta vie finalement ? Ouais, ça l'a complètement bouleversé. Je pense sur 2 plans. Déjà parce que, quelle que soit ton étiquette politique, quand tu es élu, que tu sois maire, que tu sois député, que tu sois autre, tu bosses 17h ou 18h sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est normal parce que c'est le mandat que t'ont confié tes électeurs. Et moi, ça me sidère d'ailleurs d'entendre des élus, notamment parlementaires, qui se plaignent de la charge de travail. J'ai envie de te dire, si ça te plaît pas, bah, tu te représentes pas la prochaine fois. Et moi, j'ai à l'inverse un immense respect pour les maires de petites communes, ou de grandes communes d'ailleurs, pour les parlementaires qui se battent comme des lions sur des projets petits et grands pour lesquels ils sont élus. Et donc ça, je pense que c'est la première bascule, c'est tout simplement un peu le rythme et la masse, si tu veux. Et là, encore une fois, quelle que soit la couleur politique. Et la deuxième des choses, c'est que tu n'es plus anonyme. Moi, à Versailles, à Montigny, à Guyancourt, je suis plus anonyme. Et donc, bah, ça bouleverse un peu ta vie. Et il y a des moments où c'est génial parce que tu rencontres plein de gens différents, des présidents d'associations, des retraités, des jeunes, des super jeunes, des chefs d'entreprise, des salariés, des syndicats, des gens qui ont un engagement extraordinaire. Et puis, je pense que c'est normal, ça te rend un peu parano. C'est Darmanin, sur un autre podcast, qui a décrit que lui, il a une forme de paranoïa. Et c'est d'ailleurs un des conseils qu'il donne à des jeunes comme moi. Et je pense qu'il a raison. Il faut être parano parce que dans le monde de la politique, comme dans le tien aussi d'ailleurs, et dans plein d'autres mondes, t'as pas que des gens qui te veulent du bien. Et donc, bah, c'est vrai que ça transforme un peu ta vie dans ce sens-là, quoi. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on t'a un peu volé ta jeunesse du coup ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là, mais pour 2 raisons. D'abord, parce que j'ai une chance immense, c'est que je fais le métier qui me passionne. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui... Je sais qu'il y a plein de très jeunes qui t'écoutent. Et ça, c'est une des grosses forces d'ailleurs de ta chaîne. J'ai un conseil à leur donner. Alors, je ne veux pas jouer au vieux con parce que j'ai que 28, même si à 28, je peux peut-être paraître un peu vieux con pour des gens qui sont beaucoup plus jeunes. C'est honnêtement, pardon, je vais le dire un peu crûment, on a 80 à 90 ans à tirer sur cette planète. Faites ce qui vous fait kiffer. On a une chance immense, c'est qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est un monde difficile. On est confronté à plein d'enjeux dont on va parler, mais c'est aussi un monde où il y a plein d'opportunités. Et moi, j'ai une chance immense, c'est de tomber sur des gens qui m'ont fait confiance. C'est pas donné à tout le monde, et j'en ai vraiment conscience que j'ai eu de la chance là-dessus. Et donc moi, je fais un métier qui me passionne, et j'encourage vraiment à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent de faire vraiment, de dédier leur vie à ce qui leur passionne, en se foutant globalement du regard des autres, quelle que soit la passion qui les anime. Et la deuxième des choses, et c'est aussi une forme de conseil qu'on m'a donné, et je me remercie ceux qui me l'ont donné, c'est que en dehors de la politique, j'ai une famille géniale. Et j'ai une bande de copains extraordinaires qui, globalement, ont un peu rien à foutre que je sois député, que j'aille sur Europe 1, CNews, que je sois l'invité de Charles Gasteau, Charles Starling, qui vont adorer regarder parce qu'ils suivent ta chaîne, mais qui se fichent de la pseudo-célébrité qu'on peut avoir. Que je sois député ou au chômage, ça reste des gens avec qui je pars au week-end, à qui je me fais des bonnes bouffes en permanence. Et ce socle de gens qui t'aiment pour qui tu es, au-delà de ce que tu fais, c'est absolument fondamental pour tous ceux qui veulent faire de la politique. Ceux qui se perdent en politique, c'est ceux qui se coupent des gens qui les aiment pour essayer d'assouvir une forme de quête du pouvoir, de quête de la notoriété qui peut parfois les perdre. Alors qu'in fine, dans les bons moments comme dans les mauvais, ce qui reste, c'est la famille que tu construis dès que tu as ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou autres, ou ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, tes grands-parents. Et puis les copains que tu t'es fait. Et moi, cette bande de copains, je me la suis faite en primaire. Donc aujourd'hui, ils sont toujours là, quoi. Mais d'ailleurs, tu as dit un truc très important et que je trouve totalement vrai pour le coup, c'est il faut passer outre le regard des gens. Mais comment tu as fait ce processus ? Parce qu'en vrai, quand on a 20-25 ans, même encore aujourd'hui, je me rends compte, c'est difficile de faire quelque chose et de se dire « je m'en fous du regard des autres ». On a toujours l'impression de se faire juger, alors qu'en vrai, parfois, il faut juste dire « YOLO, on le fait ». Et vraiment, ça change toute notre vie. En fait, il y a 2 choses. Il y a des remarques que les gens te font qui sont parfaitement légitimes et qu'il faut entendre et qu'il faut écouter. Je te prends un exemple. On me dit, écoutez, monsieur le député, vous avez 25 ans, ou Charles, tu as 25 ans. Ok, tu es député, tu travailles sur la guerre économique pour protéger les boîtes. Tu n'as jamais été chef d'entreprise. C'est vrai.
Mais c'est évident. Et donc, moi, mon job, c'est de bosser matin, midi et soir avec le patron de Total et ses équipes, le patron d'Airbus et ses équipes, le patron d'EDF et ses équipes, le patron de Safran et ses équipes, et aussi des milliers de patrons de très petites boîtes qui ont un savoir-faire et qui ont des brevets technologiques et qui ont une fabrication qui est aussi essentielle que les boîtes du CAC 40 dans notre pays, ainsi que les syndicats. Donc ça, l'expérience, tu l'acquiers. Et ça, c'est vraiment une question d'être à disposition de ton écosystème ou des gens avec qui tu travailles pour faire passer les bonnes mesures. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise, je ne suis que député. Et donc, mon rôle, ce n'est pas d'être chef d'entreprise à la place du chef d'entreprise, c'est de contribuer à prendre les bonnes décisions politiques qui vont les aider, eux, dans la guerre économique qui mène à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Finalement, c'est ça, être député, alors, pour toi. Oui, c'est un relais. C'est un relais qui bâtit la loi, et c'est un relais aussi des gens de sa circonscription. Le deuxième enjeu, c'est sur le regard des autres, c'est que dès que j'allume mon fil Twitter, je me fais insulter. Ma mère se fait insulter. Ma grand-mère se fait insulter. Tout le monde t'insulte. Non, mais c'est affreux. Et en fait, il faut apprendre à passer outre parce que tu es dans une telle forme de détestation à volo qui fait que tu es obligé de devenir hyper hermétique. Donc, en fait, tu lis pas. Moi, je lis pas les commentaires de mon fil Twitter. Je lis pas les commentaires de mes fils. Les seuls commentaires que je lis, c'est des mecs qui passent parfois 10 minutes ou 10 heures, à t'envoyer des contributions ultra intéressantes sur les sujets sur lesquels tu travailles. On a une richesse immense dans notre pays de gens qui donnent de leur temps pour contribuer de manière extraordinaire. Et ça, pour le coup, je les lis, je les reçois, je les écoute parce que leur avis il est hyper intéressant. Pour tous ceux qui t'insultent, tu vois, c'est dans la presse, et c'est normal que ce soit dans la presse. Il y a Hélène Pivet, Aurore Berger, Gabriel Attal, même les députés LFI. Moi, je honnie leur idéologie. Mais je les attaque pas perso. Alors eux, ils contribuent à la violence dans notre pays, hein, il est évident. Mais attaquer in situ personnel la personne qui est élue et qui bosse 18 heures par jour, 7 jours sur 7, ça, moi, je comprends pas. Et tout le monde n'est pas comme ça, fort heureusement, dans le milieu politique. Donc je fais vraiment la dichotomie entre les deux sur le regard des gens. C'est quoi d'ailleurs les bonnes qualités pour être un bon député ? Le premier truc qui revient toujours quand je l'entends, c'est ouais, quand tu es député, il faut avoir du charisme, il faut bien parler, il faut bien présenter. Moi, je crois pas que ce soit ça. Moi, je crois que la plus grande des qualités d'un homme ou d'une femme politique, c'est l'écoute. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est t'entends un bruit, mais tu fais pas vraiment gaffe. T'as quelqu'un qui te parle, mais t'es déjà en train de réfléchir au truc d'après, t'es en train de réfléchir à ton coup politique et autres. Écouter, c'est écouter la personne qui a un problème dans sa vie, qui lui pourrit la vie et sur lequel elle a besoin d'un soutien. Il y a une phrase que j'adore qui est que le maire ou le député, c'est la relation des gens qui n'en ont pas. Moi, je suis halluciné des gens extraordinaires, mais aussi des gens qui sont dans une panade absolument délirante dont on n'entend jamais parler. Une mère extraordinaire qui élève 3 gosses, parfois de 2 pères différents, toute seule, et qui n'a pas touché son alloc parce que son dossier est bloqué dans une administration. Un chef d'entreprise qui perd un contrat, parfois pour une raison injuste, qui doit maintenir son entreprise à flot, qui a la corde au cou, ou pas la corde au cou, mais qui a l'eau jusqu'au bout du nez, mais qui paye ses salariés, qui vire personne, et qui du coup réduit son salaire pour être sûr que tous ses salariés soient payés, et qui a besoin d'un soutien du député sur un sujet, moi je respecte cette personne. La personne qui passe tous ses samedis matins ou tous ses soirées à la banque alimentaire, à la protection civile, en maraude, à accompagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes et qui a besoin d'une subvention pour remplacer sa camionnette ou pour acheter un peu plus de repas, et bien là, le député, il est là. Quand c'est une personne qui a divorcé ultra durement et qui enfin rencontre l'homme ou la femme de sa vie qui va lui transformer sa vie et qu'elle lui demande, monsieur le maire, monsieur le conseiller municipal, monsieur le député qui est élu municipal, j'aimerais bien que vous me mariez parce qu'on s'est rencontrés et ce geste, il serait hyper important pour moi. Je sais que votre agenda est contraint, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous marier ? Tous ces exemples-là donnent du sens à notre engagement parce que, en fait, quand tu parlais dans ta première question de est-ce qu'on m'a volé ma jeunesse, mais jamais. Parce que tous ces exemples-là, parfois hyper heureux, parfois hyper durs, moi, ils me construisent tous les jours parce que je rencontre des gens extraordinaires dont on n'entend jamais parler, mais qui font la richesse de notre pays. Et si moi, je peux apporter un truc picrocolin, une aide administrative, une aide financière, passer un amendement qui va transformer leur business ou leur vie, et bien honnêtement, à la fin de la journée, j'ai peut-être pas changé le monde, j'ai peut-être pas changé la face de mon pays, mais si grâce à ce petit acte, j'ai réussi à changer une petite chose dans la vie de cette entreprise, dans la vie de cet asso, dans la vie de cette personne, et ben c'est ça qu'apporte ce métier, c'est ça vraiment le kiff
de l'engagement en tant que parlementaire. Finalement, être là pour les Français et répondre à leurs problèmes. Ouais, je pense que sur le rôle de député, il y a vraiment deux faces. Il y a la face législative, le Parlement, la loi, comment construire la loi, comment modifier la loi, comment on contrôle l'action du gouvernement. Aujourd'hui, je préside une commission d'enquête, par exemple, sur la réindustrialisation du pays. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait à Paris. Et ensuite, il y a tout le volet, en tant que député, que je fais pour ma circonscription en lien avec les maires qui font un boulot, mais de dingue, qui sont très mal payés pour le boulot de dingue qu'ils font avec leurs équipes municipales, et où, ensemble, avec les maires de ma circonscription, on se base sur chaque dossier sur lequel on est sollicité par un homme ou par une femme de notre circonscription auprès des administrations parisiennes pour débloquer des situations parfois très faciles à débloquer, parfois ubuesques, sur lesquelles on se bat comme des fous. On ne gagne pas toujours, mais on essaie de gagner le plus possible. Et tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu as des envies d'aller en dehors de la politique? Est-ce que tu pourrais quitter la politique un jour? Ou c'est vraiment jusqu'à la mort? En vrai, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que tu maîtrises pas tout. Genre, je sais pas si par exemple, parmi ceux qui nous écoutent, tu as des violonistes. C'est comme si tu dis, un violoniste, est-ce que tu veux continuer à pratiquer ton violon sur les 5 prochaines années? Est-ce que tu veux en vivre? Il y a plein de choses qui en dépendent. Est-ce que son contrat va être renouvelé avec son orchestre? Est-ce qu'il va se casser le bras? Je ne leur souhaite pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens meilleurs que lui qui vont arriver? Est-ce qu'il va réussir à garder sa capacité à convaincre? Bah moi, c'est un peu pareil. Moi, j'ai envie de continuer. Je suis absolument passionné par cet engagement grâce aux personnes que je rencontre qui me nourrissent et auxquelles j'essaie d'apporter ma contribution également. Mais il y a des élections au minimum tous les 5 ans. En ce moment, grâce à certaines décisions qui ont été prises, c'est un peu plus souvent que tous les 5 ans en témoigne la dissolution qu'on a eue. Et donc, par définition, tu ne choisis pas. Et c'est ce qui fait l'essence de notre métier. Donc moi, j'ai envie de continuer le plus longtemps possible. Je me bats comme un fou pour continuer le plus longtemps possible. Mais si ça se trouve, dans 5 ans, je serai encore là. Je serai encore en train de me battre et tu me réinviteras avec plaisir. Et si ça se trouve, dans 5 ans, j'aurai perdu des élections parce que tu aurais eu un candidat qui est meilleur que moi, parce que j'aurais fait des erreurs ou autre. C'est le principe de la vie politique. Et donc, moi, mon objectif, c'est de continuer de me battre le plus longtemps possible parce que, honnêtement, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui me fait vivre avec une passion vraiment de dingue. Ok, je vois. Mais d'ailleurs, ça te prend quand même beaucoup de temps tous les jours. Qu'est-ce que tu fais un peu dans ton temps libre pour un peu te reposer, dirais-je? On m'a dit que tu étais plutôt bon au rugby. Ah ben écoute, c'est sympa, je me demande de qui ça vient. Le rugby, c'est une de mes passions. J'ai joué pendant 12 ans. D'abord au Rugby Club de Versailles, l'un des plus grands clubs de rugby amateurs de France, avec un président et une équipe de dingue. Ça tête des entraîneurs, des bénévoles de fous et une super équipe. Et ensuite au Stade Français, à Paris, où je jouais 2e et 3e ligne. Club qui va un peu mal en ce moment, mais qui va se rétablir, j'en doute pas un instant. Et en tout cas, je les soutiendrai quoi qu'il arrive. Mais en fait, la plupart des députés, ils ont une vie en fait normale. On imagine plein de trucs. Moi, j'ai pas de chauffeur. Hein. J'ai une Peugeot 208 thermique. Un jour, il faudra que je passe à l'électrique. Que je conduis moi-même. J'ai mon appartement à Versailles. Et donc, dans mon temps libre, je lis énormément. Je suis un énorme passionné de lecture. C'est vital pour moi. Je passe beaucoup de temps avec ma famille. Je passe beaucoup de temps avec les amis que je te mentionnais qui, je pense, se reconnaîtront. Je passe beaucoup de temps à dormir parce que je récupère. Mais en fait, j'ai une vie qui est globalement assez heureuse et qui est en fait normale en dehors de mon engagement politique. Et je suis attaché à cette forme de normalité. Et puis dès que je peux, j'essaie de voyager un peu. Je fais gaffe à mon bilan carbone, évidemment. Mais découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux pays, c'est juste ma passion, quoi. Est-ce qu'il y a un livre justement que tu recommanderais? Parce que là, c'est pas tes livres, c'est les miens pour le coup. Ouais, d'ailleurs, je trouve que tu as une belle collection là. qui est très, très business entrepreneur. Ouais. Mais est-ce que toi, il y a un livre qui t'a marqué, que tu pourrais recommander aux gens, par exemple? Hyper difficile comme question. Bah, je t'en donne 2, allez. Celui que je suis en train de lire actuellement, passionnant, pour ceux qui aiment ces côtés un peu nerd, s'appelle La guerre des semi-conducteurs, de Chris Miller, prix du livre éco de l'année, un livre de dingue. C'est-à-dire que les semi-conducteurs, depuis les années 70, 60, 80, je ne pensais pas à parler de sujet avec autant de passion, mais à bouleverser nos vies. Et aujourd'hui, on voit que l'Europe et la France en particulier ont des carences énormes sur cette question qui vient directement percuter notre indépendance économique et politique. Il faut qu'on réagisse vite. Donc c'est un livre passionnant et hyper accessible pour comprendre un enjeu économique, mais géopolitique, diplomatique passionnant. Et puis ensuite, 2e livre, un livre que j'ai lu récemment, Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu, roman extraordinaire qui a lieu dans la vallée de Hayange,
qui décrit, à mon avis, absolument parfaitement à travers des phrases extrêmement puissantes, plein de dynamiques sociales et sociologiques à l'œuvre dans notre pays, qui explique beaucoup de choses de la vie politique de notre pays aujourd'hui, qui est un roman, moi, qui m'a pris aux tripes, qui m'a procuré beaucoup d'émotions comme je ne l'avais pas procuré il y a longtemps. Et donc j'encourage, j'en dirai pas plus, mais j'encourage chaque téléspectateur, auditeur, là, chaque personne qui participe à vraiment lire ce bouquin, qui est juste extraordinaire. Ok, on les lira. Génial. Si je te donnais 10 millions d'euros, t'as pas le droit d'investir, qu'est-ce que tu ferais avec? Pas le droit d'investir? Sinon, c'est trop simple. Oui, surtout chez toi, sur cette chaîne. Parce que je sais que sinon, tu et tes auditeurs, tes téléspectateurs auraient plein de conseils à me donner aussi. Alors, je pense que je ferais deux choses. Première des choses, je pense que je prendrais bien 2/3 de la somme et je les donnerais à plein d'assauts de ma circo ou autour. Et je le dis pas juste pour faire bon chic, bon genre, pour que, une fois que certains éteignent ce podcast, ils se disent « Ah, Charles est sympa ». Non, je le ferai parce que, en fait, il y a des millions d'assauts, des milliers d'assauts de notre pays qui sont dans la panette parce qu'elles manquent de moyens, alors qu'elles font un boulot, mais de dingue. Si notre pays tient debout, c'est grâce aux élus locaux, notamment aux maires. C'est grâce à nos entreprises et aux gens qui y travaillent. Et c'est grâce à nos assos. Et ces assos, elles ont besoin de moyens. Et je passe juste un message. On est tous en train de faire nos déclarations d'impôts en ce moment pour ceux qui en ont à faire. C'est tous super chiant. Vous avez la possibilité de défiscaliser à travers des dons. Faites des dons à vos associations parce qu'elles en ont besoin et elles font un travail de dingue. Je pense par contre que je garderai un tiers. Et avec ce tiers-là, je bougerai. J'irai découvrir des pays dans lesquels on n'a pas forcément l'occasion d'aller. Moi, j'ai une peur, c'est que, ce qui sera probablement le cas d'ailleurs, quand je serai sur mon lit de mort, il y a plein de pays que je n'aurais pas découverts. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Et en fait, je vais essayer, avant que je quitte notre belle planète, d'en découvrir un maximum. Et je pense qu'avec cette somme-là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller, tu vois, en Chine, retourner en Inde, aller dans un certain nombre de pays africains. J'ai vraiment envie d'aller dans des pays qui ne seront accessibles à long terme qu'avec une belle somme. Donc, si quelqu'un me fait un don de 10 millions, non, je rigole. Mais en tout cas, voilà comment je dédierai ces 10 millions. Cool, merci beaucoup Charles. Déjà, ça nous permet de comprendre surtout qu'un député, c'est aussi un citoyen comme un autre. Donc ça, déjà, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, les gens ont une image un peu mystique des gens en politique. Ils les mettent parfois sur un piédestal. Ils n'arrivent pas à comprendre aussi que, comme les autres, toi, tu aimes le rugby, tu aimes lire, des choses que tout le monde fait finalement. Donc c'est plutôt hyper intéressant. Je te propose de passer à la prochaine séquence où là, on va vraiment rentrer dans les sujets de ton travail en fait au quotidien en tant que député. Tu es notamment président donc, de la commission d'enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France. Dans tes prises de parole, souvent, tu parles de la guerre économique, qui est donc une guerre insidieuse que mènent actuellement la France et l'Union européenne face aux grandes puissances du monde. Souvent dans tes discours, tu pointes souvent les États-Unis. Dans cette guerre économique, à quoi tu fais référence exactement et quels ont été les leviers qu'a utilisé Washington au cours des dernières années? Alors, je te remercie pour cette question qui, à mon avis, est fondamentale. Parce que je suis convaincu, on peut avoir des désaccords là-dessus, mais je suis convaincu que le 21e siècle est un siècle qui est structuré autour de la confrontation entre deux hyperpuissances, deux peuples très puissants, que sont le peuple américain et le peuple chinois, les États-Unis et la Chine. Et que notre monde va être structuré autour de cette confrontation entre deux États qui sont des hyperpuissances démographiques, technologiques, industrielles, numériques, et que nous, Français, et nous, Européens, il faut qu'on fasse rapidement un choix de savoir si on veut défendre notre indépendance politique, donc la liberté de nos peuples, ou si on cautionne de se vassaliser à un camp, à un autre, ou aux deux camps. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ce 21e siècle, il va être structuré autour de cette confrontation, et il va être structuré sur une chose, c'est que notre indépendance politique, donc c'est quoi l'indépendance politique? C'est le fait que le peuple français puisse faire des choix souverains pour son avenir. Est-ce qu'on veut faire évoluer notre démocratie? Est-ce qu'on veut acquérir de nouveaux droits? Est-ce qu'on veut changer des choses dans notre économie? Est-ce qu'on veut prendre des décisions fortes pour notre avenir? Et bien, cette indépendance politique, elle va être garantie par une seule chose, c'est notre indépendance industrielle et technologique. Il n'y a pas, au XXIe siècle, d'indépendance politique possible sans indépendance industrielle et technologique. Il n'y a pas, au XXIe siècle, d'indépendance politique possible sans indépendance industrielle et technologique. J'ai l'impression, en tant qu'Européen, que la guerre en Ukraine
Aujourd'hui, elles structurent le monde. Mais la vérité, et c'est triste de le dire, c'est que ce n'est pas le cas. Les États-Unis, comme la Chine, comme les Indiens par exemple, considèrent que c'est a proxy war. Donc c'est un conflit entre deux grandes puissances, mais des puissances moyennes, les pays européens d'un côté et la Russie de l'autre, et que chacune de ces puissances moyennes, qui sont des grandes puissances, mais qui ne sont pas, selon eux-mêmes, les égales des États-Unis et de la Chine, des égaux, pardon, des États-Unis et de la Chine, sont en fait des conflits intermédiaires qui s'inscrivent dans la confrontation globale entre les États-Unis et la Chine. On pourrait dire la même chose, par exemple, de Taïwan. On pourrait dire la même chose aussi, selon les Américains et les Chinois, encore, des perspectives qui ne sont pas les nôtres, du conflit grandissant aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan. Et donc nous, notre objectif en tant que parlementaires français, je pense en tout cas, c'est de permettre, quelles que soient nos convictions, de permettre au peuple français d'être indépendant dans ses choix politiques pour les décennies qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle je me bats nuit et jour avec les chefs d'entreprise et les salariés de notre pays pour, un à un, réacquérir les petits bouts des chaînes d'approvisionnement, des chaînes technologiques, des chaînes industrielles qui nous permettent de rebâtir notre indépendance industrielle, notre indépendance technologique et donc notre indépendance politique. J'espère avoir été assez clair, mais c'est un peu la big picture, comme on dit en très mauvais français. Est-ce que du coup, au gouvernement, mais aussi à l'Union européenne, on a pris la mesure de cette guerre économique ou c'est juste quelques personnes qui sont un peu seules en Europe à se dire « il faut qu'on se réveille tous ensemble » ? Ah, mais ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, il y a un wake-up call. Pardon, deuxième anglicisme horrible. Il y a un réveil général. C'est-à-dire que pendant des années, l'Europe qui a été traumatisée par 2 guerres mondiales qui ont détruit le continent européen et qui ont massacré des dizaines de millions de personnes civiles et militaires, s'est inscrit dans une logique où le monde devait être un monde de libre-échange, la mondialisation heureuse. Et en fait, la mondialisation heureuse, selon moi, n'a jamais existé. Les États-Unis comme la Chine ont toujours défendu leurs intérêts. Les États-Unis comme la Chine ont passé des lois qui ont mis en œuvre ce qu'on appelle une extraterritorialité. Donc ce sont des lois qui ont un impact sur nos entreprises et dont dépendent nos entreprises et dont dépendent nos États, qui réduisent l'indépendance de l'Europe. Je ne mets évidemment pas les États-Unis et la Chine sur le même plan. Les États-Unis sont nos alliés historiques. Par 2 fois, les Américains sont venus pour libérer la France et protéger le Royaume-Uni d'une agression extérieure. Les États-Unis sont une démocratie en crise, mais une démocratie face à un régime qui est un régime autocratique et non démocratique en Chine. Donc je ne mets pas les deux sur le même volet. Ce que je dis simplement, c'est que ce sont 2 hyperpuissances qui ont conscience qu'on vit dans un monde en guerre économique, qui ont besoin de garantir la souveraineté de leur peuple. Et nous, Français, et nous, Européens, il faut qu'on fasse pareil. Et donc moi, ce que je constate, c'est que depuis la crise Covid, tu m'arrêtes si je suis un peu long, c'est qu'on a été confronté à une série de chocs qui ont réveillé les Européens, qui les ont réellement réveillés. Premier choc, la crise Covid, qui a révélé l'état de nos dépendances et l'état de danger, de dangerosité de nos dépendances. Tu as eu l'histoire des masques, on n'avait pas de masques. Tu as eu l'histoire du Doliprane, on n'avait pas de Doliprane. Tu as l'histoire des vaccins, on n'avait pas de vaccins. Mais ça, en fait, tu l'as vu partout, dans l'automobile, dans les semi-conducteurs, dans les batteries, dans l'hydrogène, etc., etc. Deuxième choc qu'on a vu, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle a provoqué un choc énergétique. Nous, en France, on a été protégés parce que toi et moi, par nos impôts, on a permis à l'État de mettre 70 milliards d'euros sur la table pour bloquer les factures d'électricité, mais les plus grosses boîtes, et les Italiens, les Allemands, les Britanniques, ils ont vu leur facture d'électricité largement augmenter. Deuxième choc, choc énergétique. Troisième choc, la Chine. Le président Xi Jinping dit, dans un de ses discours il y a à peu près 1 an et demi, la Chine, elle va passer d'une économie de paix à une économie de guerre. Et donc, vous, entrepreneurs américains, entrepreneurs français, entrepreneurs européens, on va vous bloquer l'accès à nos marchés stratégiques. Et puis, on va commencer à serrer les boulons pour empêcher la sortie des métaux et des matériaux rares dont vous avez besoin dans votre industrie. Donc, on va vous mettre la pression. Troisième choc chinois. Quatrième choc, et après je me tais, choc américain. D'abord avec l'administration Biden, et puis avant ça l'administration Obama, qui se sont mis à racheter à tour de bras des entreprises européennes contre notre intérêt national. Je pense à Technip, je pense à Alstom, je pense avant cela à Alcatel, et qui ont en place des politiques ultra puissantes pour attirer des capitaux français et européens, et tu en parles très bien sur ta chaîne dans plein de vidéos que tu as faites vers les États-Unis. Et puis le choc de l'administration Trump, qui maintenant a décidé de muscler
la guerre économique en mettant en place une politique tarifaire et une politique fiscale ultra violente. Et bien face à ces 4 chocs, crise Covid, crise énergétique, choc chinois, choc américain, eh bien il y a eu un réveil des Européens à travers toute une série de mesures que je serais ravi de te partager, qui vont des douanes et des sanctions, notamment par exemple dans le domaine de l'automobile contre les automobiles chinoises, contre la taxation carbone aux frontières, contre la baisse massive des impôts qu'on a mis en œuvre depuis la présidence d'Emmanuel Macron, contre les réformes, notamment à travers les lois travail qu'on a votées pour muscler notre industrie. Il faut évidemment qu'on aille beaucoup plus loin, mais honnêtement, ce réveil, il est engagé, pas que grâce à nous, grâce aussi aux millions de Français qui travaillent dans ces domaines-là et qui se battent tous les jours pour l'indépendance de notre pays. Mais du coup, quelles sont les priorités absolues pour sécuriser justement nos chaînes d'approvisionnement, pour ne plus être dépendants de ces pays-là? En fait, il faut qu'on fasse des choix. Tu as plein de manières de voir l'indépendance. La vérité, c'est que dans le monde dans lequel on vit, tu ne peux pas vivre en autarcie. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire... Bon, après, il y a des avis divergents, mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon avis. Tu ne peux pas vivre en disant « je vais tout produire chez moi et je vais fermer mes frontières et je ne vais plus jamais échanger avec les Américains, les Chinois, les Indiens et autres. » Pour plein de raisons, que tu as d'ailleurs évoquées plein de fois sur ta chaîne. Parce que tu vas faire perdre la compétitivité des entreprises, parce qu'il y a des choses, ne serait-ce que par notre géologie, que par notre territoire, qu'on ne peut pas produire. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'on prenne le contrôle d'une part de ces chaînes industrielles, de ces chaînes d'approvisionnement. Grosso modo, si les Chinois nous disent « Ok, ben on ne va plus vous filer de terres rares », ben qu'on puisse leur répondre en leur disant « Ok, tu veux plus nous filer de terres rares ? Ben nous, on va plus te filer de ça. Donc tu vas être dans la mouise et nous aussi. » Donc en fait, tu as intérêt à débloquer le truc parce que sinon, nous, on va bloquer alors que sinon, on peut débloquer aussi. Donc en fait, c'est exercer des pressions sur les chaînes de valeur. Mais est-ce qu'on a ces pressions potentiellement ? On a beaucoup d'industries sur lesquelles on les a, contrairement au discours décliniste qu'on entend de la part de l'extrême gauche ou de la part du Rassemblement national. On les a. Oui, on a encore des champions extraordinaires en France et en Europe qui se battent tous les jours là-dessus, qu'il faut qu'on conserve. Et la deuxième chose, c'est qu'on va les rebâtir. Je te prends un exemple et un contre-exemple. L'exemple que tout le monde connaît, mais qui du coup est un bon exemple, c'est l'exemple d'Airbus. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui le champion numéro 1 mondial de l'industrie aéronautique, tant dans le domaine civil que dans le domaine militaire pour une bonne partie de leurs produits. Avec la crise que connaît Boeing aux États-Unis et la difficulté de Comac et d'Embraer, Comac les Chinois, Embraer les Brésiliens, aujourd'hui, les Européens sont champions numéro 1 mondial en matière d'aéronautique civile, notamment la France. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a quelques décennies, tu as tout un tas de gars, dans le public et dans le privé, qui se sont mis autour de la table et qui ont dit pour qu'on y arrive, on va faire une alliance industrielle entre les Européens. Ils n'étaient pas du tout Européens utopiques, ils étaient Européens pragmatiques. Ils se sont dit, le meilleur moyen pour nous de devenir champion numéro 1 à l'échelle mondiale, c'est d'unir nos forces. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et Airbus est numéro 1 mondial. À l'inverse, je te prends les programmes spatiaux. Pendant des années, des décennies, les Français, notamment à travers le programme Ariane, qui est un projet franco-européen, l'industrie allemande, l'industrie italienne, notamment à travers le programme Vega, se sont fait concurrence. Et on a réussi à se mettre d'accord sur certains sujets, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur tous les sujets. Et donc, à force de se faire concurrence entre Français, Allemands, Italiens, on s'est tous fait dépasser par SpaceX, et on s'est tous fait dépasser, actuellement, par l'industrie aérospatiale chinoise. Donc, grosso modo, pendant qu'Ariane 6 avait des difficultés qui sont propres à tout programme spatiaux, on avait SpaceX qui a envoyé des centaines de satellites chaque année dans le ciel et des dizaines côté chinois. Et donc, moi, je suis très content qu'enfin, les Européens se mettent autour de la table pour bâtir un programme aérospatial européen réellement commun. Et ce qui est génial, c'est qu'on est en train de le faire à la fois sur les lanceurs, côté Ariane, et à la fois sur les satellites, où vous avez, et là je vous renvoie lors de la commission d'enquête qu'on a faite à l'audition du patron d'Airbus, qui est aussi patron de toute l'activité aérospatiale d'Airbus, il nous expliquait qu'aujourd'hui, Thales, Leonardo, les acteurs allemands et Airbus se mettent d'accord pour bâtir un gérant européen des satellites pour que l'Europe soit championne numéro 1 mondiale dans les années qui viennent pour la fabrication et l'envoi de satellites dans le ciel. Donc on en est capable. Et nous, à l'échelle du Parlement, on prend toutes les mesures nécessaires. Parfois, c'est difficile. Mais on essaie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter cette politique. Donc depuis 2017, on a baissé les impôts des Français et de nos entreprises de 60 milliards d'euros par an. On est loin d'avoir tout réussi depuis 7 ans. On peut y venir après avec plaisir. Mais s'il y a une chose qu'on a réussi, c'est la baisse des impôts.
Je sais que ça ne se ressent pas toujours pour tout le monde. C'est pour ça qu'on veut continuer. Mais on a baissé les impôts de production, on a baissé les impôts sur les sociétés, on a défiscalisé les heures supplémentaires, on a supprimé la taxe d'habitation pour pouvoir baisser les impôts des Français et des entreprises. Deuxième des choses qu'on a réussi depuis 7 ans, nos entreprises, elles ont créé 3 millions d'emplois en France depuis 7 ans. Un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années et des années et des années. Et ces emplois-là, ils ont notamment, pas que, mais notamment contribué à notre industrie. Il y a 300 usines qui ont ouvert en France depuis 2017 en solde net. Donc on n'a pas tout réussi depuis 7 ans, mais il y a des choses qu'on a réussi, notamment ça, pour renforcer la réindustrialisation de notre pays et renforcer l'indépendance technologique et politique de notre pays et de notre continent. Mais comment on fait justement pour créer des clones un peu de Airbus dans d'autres industries ? Parce qu'on a l'impression que tout le monde prend toujours l'exemple de Airbus, qui est évidemment le meilleur au monde, mais comment ça se fait que, suite à cette réussite, il faut attendre 30 ans pour qu'on se dise « allez, on lance dans le spatial » et pourquoi pas dans toutes les industries ? Pourquoi ne pas faire en fait des conglomérats géants dans toute l'Europe ? 3 choses. Première des choses qu'il faut, c'est mettre nos entreprises à concurrence égale avec notamment l'industrie chinoise, pour ne pas la citer. Beaucoup de gens disent « ah mince, on va renoncer au libéralisme, on va renoncer à la concurrence pure et parfaite sur le marché européen ». La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de libéralisme et jamais eu de concurrence pure et parfaite sur le marché européen. Parce que pendant que nos entreprises devaient respecter les règles de concurrence, eh bien, les entreprises chinoises, elles, sans parler d'autres, notamment les entreprises américaines aussi, mais massivement les entreprises chinoises, étaient massivement subventionnées par l'État chinois. Donc la première des choses, c'est qu'il faut qu'on assume de mener une politique de protection de notre marché et de nos entreprises vis-à-vis du dumping social et fiscal dont bénéficient les entreprises chinoises. C'est notamment la chose qu'on a faite en sanctionnant massivement l'industrie automobile chinoise qui, depuis trop d'années, et on a beaucoup trop de retard sur cette politique, eh bien, bénéficiait de subventions publiques massives de la part de l'État chinois dont ne bénéficiaient pas nos entreprises. Deuxième sujet, il faut qu'on renforce la compétitivité de notre économie. Pourquoi est-ce que les États-Unis se sont massivement enrichis par rapport à l'Europe depuis maintenant les années 90 ? Un chiffre, parce que je ne vais pas vous plomber par les chiffres, mais s'il y avait eu un PIB égal entre les États-Unis et la zone euro dans les années 90, il y aurait aujourd'hui 30 points d'écart de PIB. Les États-Unis auraient 30 points d'écart de PIB de plus que la zone euro. Si au lendemain de la crise de 2008, il y avait eu un PIB égal entre les États-Unis et la zone euro, il y aurait aujourd'hui 16 points d'écart en faveur des États-Unis. C'est parce que les États-Unis ont une capacité à créer de la richesse, à créer de la valeur, que nous, on a perdu depuis longtemps, faute de politique publique adéquate pour cela. Et donc moi, pourquoi je milite ? C'est massivement les impôts et les contraintes sur nos entreprises. Pas parce que je suis un affreux capitaliste et libéral, simplement parce que moi, je crois, mais on peut avoir des divergences, que c'est en stimulant les entreprises et en les foutant la paix aux Français qu'on leur permet de créer de la richesse, au service de nous tous. Et la deuxième des choses, c'est évidemment la retraite par capitalisation. Les États-Unis ont des fonds de pension massifs qui financent massivement leur économie. Moi, je milite pour la retraite par capitalisation, à la fois parce que je pense que c'est le seul moyen de sauver nos retraites, du fait de la démographie française, mais aussi parce que la retraite par capitalisation nous permettra de créer des fonds de pension français et européens pour financer massivement, nous aussi, notre économie. Donc voilà les mesures que nous, on pousse, parmi bien d'autres, pour soutenir nos entreprises, soutenir les salariés français. Parce que les entreprises, en fait, c'est personne. Les entreprises, c'est des gens, c'est les hommes et les femmes derrière qui bâtissent nos entreprises. 1, qu'on baisse les coûts, et 2, qu'on leur foute la paix pour leur permettre de créer massivement de la valeur au service de nous tous. Tout à l'heure, tu as parlé justement de protectionnisme. En 1953, les États-Unis ont voté le Small Business Act, qui en fait permet de réserver 50% des marchés publics à des entreprises locales. La Chine a des mesures similaires. Est-ce que l'Europe devrait faire une mesure similaire tout simplement pour protéger les entreprises européennes ? Alors, il y a 2 vérités là-dessus. C'est un excellent exemple. Première chose, il y a des choses qui existent déjà et qui sont super. Et deuxième chose, il faut aller plus loin. Déjà, il y en a toujours un déficit en Europe, c'est que honnêtement, notre com, elle n'est pas au niveau par rapport aux États-Unis. Quand d'un côté, tu as Small Business Act et que de l'autre, en Europe, tu as réciprocité des marchés publics, honnêtement, il y en a un qui fait plus rêver que l'autre. Mais la vérité, c'est que depuis la présidence française de l'Union européenne, en 2021, on a créé la réciprocité des marchés publics. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se met au même niveau que les États-Unis et que les Chinois sur nos marchés publics.
Un exemple ferroviaire. Les marchés publics de ferroviaire, jusqu'à présent en Europe, ils étaient ouverts à hauteur de 90% à des industriels étrangers. Les marchés publics américains, eux, dans le ferroviaire, ils étaient ouverts à hauteur de 20% pour des acteurs étrangers. Et alors les marchés publics chinois dans le ferroviaire, à peu près 2%. Autant de dire que nos entreprises ne jouaient pas tout à fait avec les mêmes règles que les entreprises américaines ou chinoises. Et ce qu'on a fait passer depuis la présence française de l'Union européenne, c'est de dire, vous, Américains, si vos marchés publics dans le ferroviaire sont ouverts à hauteur de 20%, nos marchés publics ferroviaires seront ouverts à hauteur de 20% et plus de 90%. Et vous, mes amis chinois, collègues chinois, si vos marchés publics sont ouverts à hauteur de 2% dans le ferroviaire, à nos acteurs, nos marchés publics dans le ferroviaire sont ouverts à hauteur de 2% dans nos acteurs. Donc ça, c'est des mesures qu'on a déjà prises. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, en prenant exemple sur le Small Business Act des États-Unis, moi, ce que je vais proposer, par exemple, en tant que président de la commission d'enquête sur la réindustrialisation, c'est de dédier tous les petits contrats de marché public et de commande publique. On est en train de calculer les seuils, mais ça pourrait être autour de 5 à 10 millions d'euros. Tous les contrats de commande publique et de marché public en dessous de 5 à 10 millions d'euros seront réservés aux PME et aux TPE françaises et européennes. Ce qui permettra de soutenir nos TPE et nos PME françaises et européennes massivement, et ce qui mécaniquement privilégiera les entreprises européennes et françaises au détriment des entreprises américaines, chinoises ou venues d'ailleurs. Mais là, tu l'as dit, donc c'était une réforme qui date de 2021, mais par le Small Business Act, c'est 1953. Pourquoi concrètement, comment on peut se dire qu'il a fallu 70 ans pour agir ? Mais parce que, alors il y a deux éléments à ta réponse. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la naïveté dans l'Union européenne, justement, un pseudo-libéralisme qui ne joue pas en la faveur finalement des entreprises européennes à l'arrivée ? Là, je bois tes paroles. Alors, on n'a pas tout loupé. C'est-à-dire que faut quand même pas oublier, on vient de fêter le 8 mai 1945, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, l'Europe était à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans, nos grands-parents et arrière-grands-parents, ou nos parents, par exemple, parmi ceux qui nous écoutent sur leurs âges, étaient tués sur le front, sur nos plages en Normandie, sur le front français, peut-être sur le front de l'Est aussi, pour libérer notre continent d'une guerre qui a tué des millions de militaires et de civils. 80 ans après, on a une monnaie commune, on a la paix en Europe, et on est en train de parler de défense commune vis-à-vis de l'extérieur. Donc tout peut aller plus vite, et évidemment. Et on a perdu trop de temps. Mais il faut quand même aussi prendre un pas de recul et de voir le chemin qu'on a parcouru en moins d'un siècle. Ce qui n'est jamais vu dans l'histoire mondiale. Dans l'histoire, pas de l'Europe, mondiale, une telle bascule. Maintenant, il est évident qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, et c'est la raison pour laquelle, pardon de faire cocorico le français, cette attitude franco-française qui peut exaspérer nos voisins européens, mais il y a un certain nombre de constats que les Français ont fait depuis le général de Gaulle qui étaient assez justes. Les Américains défendent leurs intérêts. Ça peut étonner certains, mais honnêtement, c'est évident. En fait, chaque pays défend ses intérêts sur le papier. Mais évidemment. Et quand Obama annonce qu'il va faire le pivot stratégique, basculer d'une logique euro-américaine à une logique des Américains qui regardent vers le Pacifique et la Chine, et que donc les États-Unis vont se désengager de l'Europe, c'est depuis 2010, ce discours date de 2010, me semble-t-il, le lendemain de la crise financière, c'est depuis 2010 que les États-Unis nous ont prévenus de leur désengagement du continent européen. Eh bien, il est temps qu'on se réveille. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas tout réussi, mais qu'il y a un certain nombre de sujets que la France porte depuis les années 60 qui enfin commencent à apparaître. L'Europe de la défense, l'Europe de l'aérospatiale. Et tu me disais tout à l'heure, on n'a pas fait émerger d'Airbus depuis Airbus des avions. Il y a quand même des choses qu'on fait. On a créé l'Alliance industrielle européenne dans les batteries, qui certes a du retard par rapport à la Chine, mais qui, ça y est, émerge. Moi, il y a quelques mois, j'étais à Douvrin, une entreprise ACC qui maintenant produit des batteries sur le sol français et des batteries de très, 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 très haute technologie qui équipent celle-ci et d'autres, les 3008 et les Renault Mégane, les Peugeot 3008 et les Renault Mégane qui sont produits sur le territoire français. On a créé l'Alliance industrielle européenne dans le domaine de l'hydrogène, qui est une énergie, une source, un vecteur d'énergie absolument fondamental pour le siècle qui vient. On a créé l'Alliance européenne des semi-conducteurs, encore un sujet sur lequel on a du retard, mais sur lequel on est en train d'investir des milliards d'euros communs, à la fois publics et privés, pour relancer la machine à l'échelle européenne. Donc moi, ce que je constate, ce qui me rassure, c'est qu'on ne gagnera pas sur tous ces combats-là, mais il y a certains de ces combats qu'on va gagner, parce que ça y est, on se bouge, et on se bouge massivement, et il faut aller encore plus loin.
Mais est-ce que du coup, face à cette guerre qui est donc internationale entre tous les différents pays et blocs dans le monde, est-ce qu'il faut déjà pas régler aussi et harmoniser les règles au sein de l'Union européenne? C'est-à-dire qu'on on est 27 pays, mais on a 27 fiscalités, 27 codes du travail, 27 à chaque fois, tout est différent. Et donc en fait, on a déjà l'impression que les entreprises en Europe se font déjà concurrence déloyale pour certaines au sein même des pays qui sont censés être alliés. Mais alors là encore, tu poses une question qui est fondamentale. Et là, j'ai envie de te dire, qui sont les vrais souverainistes et qui font semblant d'être souverainistes? Je te prends un exemple pour illustrer mon propos. Quand Emmanuel Macron est élu, en 2017, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire vont à l'échelle européenne, ils vont à l'échelle mondiale, et ils leur disent il faut qu'on taxe les géants du numérique, il faut qu'on taxe les GAFAM. Tout le monde leur rionnait, en disant ah, vous êtes des nouveaux venus, ce ne sera jamais possible. Eh bien, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, ils ont d'abord mis une taxe à l'échelle nationale, sur Amazon, sur Google, sur d'autres, pour ne pas les citer, qui était d'abord une échelle à l'échelle nationale. Et ensuite, pendant 7 ans, ils ont pris leur bâton de pèlerin et ils sont allés voir tous les chefs d'État de l'Union européenne. Et ils ont convaincu chaque chef d'État de l'Union européenne pour bâtir une taxe européenne commune sur les GAFAM. Et cette taxe, elle a été entérinée au G20 de Venise et à l'échelle européenne en 2021, qui est une réforme fiscale, mais sans commune mesure dans l'histoire de notre continent, grâce à l'harmonisation à l'échelle européenne. Seul problème, qui l'a remis en cause depuis? Viktor Orban de la Hongrie, Madame Meloni d'Italie. Donc les deux gouvernements qui te disent et qui disent à tout le monde on est les souverainistes, on est ceux qui veulent protéger le peuple hongrois et le peuple italien, sont les deux gouvernements qui aujourd'hui bloquent la taxation minimale à l'échelle nationale et à l'échelle européenne des géants américains qui ponctionnent, parce qu'il faut bien le dire, des dizaines de milliards d'euros chaque année de notre économie. Donc moi, j'engage chacun à ceux qui nous écoutent, et je suis sûr qu'on a plein de divergences. Je suis sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus à droite, je suis sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus à gauche que moi, qui, depuis le début de notre entretien, se disent soit ce mec est génial, soit ce mec est un gros con. Mais je les engage à regarder les faits sur cette question-là. Oui, on avait harmonisé à l'échelle européenne la taxation des géants du numérique, et oui, celle-ci avance, mais il y a deux gouvernements qui bloquent, Viktor Orban en Hongrie, Meloni d'Italie, qui sont les deux gouvernements qui nous expliquent matin, midi et soir, qui sont les vrais gouvernements souverainistes de leur peuple. Chacun en jugera, mais nous les forces européennes, pro-européennes en tout cas, moi je ne suis pas un Européen utopiste, je suis un Européen pragmatique, parce que je pense qu'à l'échelle européenne, même si c'est jamais parfait, on a beaucoup plus de poids dans nos négociations vis-à-vis des entreprises étrangères et vis-à-vis des États étrangers que lorsqu'on est éclaté, divisé. D'ailleurs, c'est la stratégie souvent des États-Unis d'aller négocier directement des accords 1 à 1. C'est ce que fait Trump. Des acteurs 1 à 1, on n'a aucun pouvoir de négociation avec la Chine ou les États-Unis quand on est 70 millions de Français contre 1,5 milliard en Chine. Donc en effet, c'est mieux d'être ensemble, on est plus fort en théorie. Alors, je ne dirais pas qu'on n'en a aucun, parce que on reste la 7e puissance économique mondiale. Et donc, moi, je ne fais jamais partie de ceux qui portent un discours décliniste sur la question européenne. La France pèse plus rien, donc il faut qu'on pèse à l'échelle de l'Europe. C'est pas vrai. La France a des industries de pointe, a un poids politique et diplomatique dans le monde qui est contesté dans beaucoup de régions du monde, sur le continent africain, au Moyen-Orient et ailleurs, mais qui demeure une des très grandes puissances de ce monde. Simplement, l'image d'aujourd'hui, quand tu vois Emmanuel Macron, Friedrich Merz, le chancelier allemand, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, pardonne-moi, et puis Keir Starmer, le président britannique, qui se rendent tous les quatre soutenir à l'échelle européenne le président Zelensky ukrainien dans ses pourparlers pour cesser le feu, pour déterminer une paix qui soit juste pour l'Ukraine, et bien là, tu vois que l'Europe existe dans les négociations à l'échelle européenne vis-à-vis des négociations américano-chinoises dans lesquelles essaient de nous enfermer les États-Unis et la Chine. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est les accords de Minsk, qu'avait négocié le président François Hollande, qui n'est clairement pas un président que je porte dans mon cœur, et la chancelière Angela Merkel, lorsqu'ils avaient négocié à 4 avec le président ukrainien de l'époque et le président Vladimir Poutine, où l'Europe avait existé à l'échelle internationale, parce que la France et l'Allemagne avaient accepté de trouver un compromis ensemble pour porter une voix commune. Et moi, ce que je regrette, c'est de voir les Britanniques, ma deuxième nation, concrètement, baisser le pantalon et se mettre cul nu face à Donald Trump dans un
un accord de libre-échange qui va leur être extrêmement défavorable. Je pense qu'ils font une erreur politique et diplomatique majeure de négocier cavalier seul comme ils le font. Et moi, à l'inverse, je suis très fier de voir que la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne sont capables de se mettre d'accord pour négocier ensemble, front uni, face à Donald Trump et face à Xi Jinping, non pas pour juste montrer les muscles, mais parce que c'est le seul moyen de garantir l'unité et la prospérité du peuple français et des peuples européens. Je reviens au début de notre discussion. On est dans un monde en guerre économique, dans lequel l'indépendance politique de nos peuples sera déterminée par une seule chose, l'indépendance économique, industrielle et technologique. Et c'est bien le projet politique que nous servons ensemble. D'ailleurs, rapidement, tu penses que le Royaume-Uni devrait revenir dans l'Union européenne ? Déjà, moi, je n'avais pas voté à l'époque parce que j'étais sorti depuis trop longtemps du pays. Moi, j'aurais voté contre le Brexit. Par contre, le peuple britannique a tranché. Et moi, je fais partie de ceux, même si je déplore cette décision, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on doit toujours respecter la volonté d'un peuple et un choix populaire, même si on a des accords avec. Nous aurions dû respecter le choix du peuple français en 2005, et je pense qu'on ne mesure pas la crise démocratique qui a constitué le traité de Lisbonne, c'est un très pro-européen qui le dit, hein. Moi, je suis un immense pro-européen. Je pense qu'on ne mesure pas la crise démocratique qu'on a déclenchée en contournant la volonté du peuple français à ce moment-là. Et donc, le peuple britannique, je le déplore, a fait le choix de sortir de l'Union européenne. Il est grand temps de continuer à respecter ce choix populaire qu'a fait le peuple britannique. Jusqu'à présent, on a pas mal parlé de l'attractivité aussi des entreprises, mais actuellement, il y a aussi une guerre des talents. Comment on fait pour attirer et retenir les talents ? Ça, c'est une question qui est passionnante en France, parce qu'en fait, elle a lieu dans deux sens. La guerre des talents, c'est à la fois quel talent on attire sur le territoire français, et ensuite quel talent quitte le territoire français pour aller ailleurs. Et c'est deux questions très différentes, mais qu'il faut qu'on traite en même temps. Je commencerai par la seconde. Aujourd'hui, il y a plein de talents français qui quittent la France pour aller ailleurs, notamment aux États-Unis. On l'a vu pendant la crise Covid. Parmi les 6 laboratoires qui ont sorti le vaccin pour lutter contre la Covid, il y a 3 de ces labos et 3 de ces entreprises qui étaient dirigées par des Français. Il n'y en a pas un qui vit en France. Pourquoi ? Il y a 2 raisons. Un, parce qu'il n'a pas les capacités matérielles et financières de mener sa recherche et de mener son combat industriel comme il les a aux États-Unis. Et donc, toutes les mesures qu'on a parlé en premier entretien, il faut qu'on les mette en œuvre d'urgence. J'en ajoute une deuxième, je pense qu'il faut qu'on assume de mener la guerre sur le financement de la recherche. On a aujourd'hui en France une paroi qui est beaucoup trop étrange entre le monde de la recherche et le monde industriel, financier et économique. Les États-Unis n'ont pas ces parois. Les entreprises américaines, les fonds d'investissement américains financent massivement la recherche aux États-Unis au profit de leurs propres programmes industriels. Il faut qu'on soit en capacité de le faire en France. Et puis la deuxième des choses, c'est le poids de la contrainte en France et en Europe, qui fait qu'on a tout un tas de contraintes réglementaires, administratives, qui empêchent les chercheurs français de mener les programmes qu'ils mènent aux États-Unis. Donc là, j'ai pris le programme de recherche, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples, mais il y a un énorme combat vis-à-vis de l'émigration de la France vers l'extérieur à mener. Et puis, il y a un deuxième combat à mener, c'est celui de l'immigration. La fameuse immigration choisie, qui est une politique que nous devons massivement mettre en œuvre en France si nous voulons réellement attirer les talents dont nous avons besoin en France, sans dépouiller les pays d'origine d'une immigration de masse qui devient insoutenable pour le peuple français, mais qui devient insoutenable aussi pour les pays d'origine dont on dépouille une part de la jeunesse, ce qui est un sujet qui n'est pas moral. Il est temps qu'on mette en œuvre une politique d'immigration choisie, massivement réduite et choisie en France, pour que nous attirions les talents dont nous avons besoin et que nous les attirions en nombre plus faible pour éviter de dépouiller les pays d'origine de talents dont ils ont eux aussi bien besoin. D'ailleurs, toi, tu as été il y a quelques semaines justement au Maroc et en Tunisie, donc avec Business France, pour aussi parler de ce sujet-là, parce que ces pays-là subissent aussi une fuite des cerveaux immense. Beaucoup de ces talents émigrent, notamment vers la France, mais aussi d'autres pays à travers le monde. Quels sont justement les constats que tu as faits quand justement tu étais là-bas ? Est-ce que eux, j'imagine que oui, mais ils ont pris conscience de leurs problèmes internes justement, qu'il y a une grosse guerre de talents dans le monde ? Maroc, comme en Tunisie, tous les élus publics,
tous les chefs d'entreprise, tous les chefs de laboratoires de recherche, tous les citoyens m'ont dit une chose: monsieur le député français, il faut que vous réduisiez l'immigration. Et pourquoi ? Mais parce que chaque ingénieur marocain, chaque infirmière tunisienne ou infirmier tunisien, chaque médecin, homme ou femme marocaine ou tunisienne, marocain ou tunisien, qui vient en France, est un ingénieur, est un infirmier, est un médecin de moins au Maroc qu'en Tunisie. Ils appellent tous à une chose, c'est de dire, vous voyez l'accord qu'on a défini entre l'Union européenne et la Tunisie pour réduire les flux migratoires, notamment les flux migratoires irréguliers. Eh bien, cet accord, on en a besoin dans tous les domaines de l'économie et avec tous les pays européens pour réduire l'immigration et pour organiser l'immigration entre votre pays et le nôtre. Nos intérêts, ils sont communs sur cette question. Et moi, c'est le message que je veux passer à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite, c'est leur dire, on ne peut pas, côté extrême droite, se couper des pays du Maghreb dans une politique complètement délirante et xénophobe comme ils peuvent la porter, mais on ne peut pas, côté gauche, faire comme s'il n'y avait pas de problème et dire que finalement l'immigration de masse est la solution, parce que ce n'est pas moral, ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays, comme nous Français, et ce n'est certainement pas dans l'intérêt des pays de transit ou des pays d'origine, comme le sont les deux exemples dans lesquels je me suis rendu, le Maroc, dans un pays que je connais très bien, dans lequel j'ai vécu, et la Tunisie, qui nous réclament à nous Français de réduire l'immigration et d'organiser l'immigration avec eux pour le bien de notre pays et du leur. Ouais, ça les empêche de se structurer en fait économiquement. Ouais, si tu veux, je ne vais pas être trop long sur cette question, mais tu as 3 modèles finalement qui existent pour nous Français, mais qui vont avoir un impact sur tous les autres. Tu as le modèle de l'immigration de masse pour créoliser la France. Et là, je n'utilise pas mes mots, j'utilise les mots de Jean-Luc Mélenchon, qui dit finalement, on peut réduire le temps de travail, passer à 32 heures, revenir à la retraite à 60 ans, et compenser la baisse du temps de travail des Français en faisant venir plus d'étrangers, plus d'immigrés. Moi, je considère que c'est insoutenable pour les Français. On a des flux migratoires qui sont trop élevés aujourd'hui. C'est insoutenable pour les immigrés eux-mêmes, parce que la vérité, c'est qu'on les accueille mal, même ceux qu'on accueille légalement. Moi, je participe à des commissions d'attribution d'ALLO, qui sont les commissions d'attribution de logements sociaux. Je pense notamment à l'adjoint de Versailles qui s'occupe de cela. La vérité, c'est qu'on accueille mal les étrangers parce qu'on concrètement, on met à disposition des moyens qui sont tout simplement insoutenables pour accueillir ces personnes dignement. Et puis, c'est amoral pour les pays d'origine parce qu'on les dépouille de les forces vives de leur nation. L'exemple que je te donnais à l'instant. Tu as un deuxième modèle qui est celui de l'extrême droite, qui est de dire que finalement, il faut une immigration zéro pour éviter le grand remplacement. Moi, j'aimerais bien que ces gens-là nous expliquent comment on peut avoir une immigration zéro, mais en même temps réduire le temps de travail. C'est-à-dire que le Rassemblement national te dit on peut revenir à la retraite à 60 ans, nos problèmes. Mais concrètement, ils ne nous expliquent pas comment on va faire quand ils vont mettre tous les étrangers dehors. À chaque fois que je vais dans un restaurant de ma circonscription, à chaque fois que je vais dans un EHPAD de ma circonscription, à chaque fois que je vais dans un hôpital, notamment l'hôpital public de ma circonscription, à chaque fois que je vais dans un laboratoire de recherche de ma circonscription, je me rends bien compte que la plupart, ou en tout cas une grande partie, des salariés qui y travaillent, ce sont des étrangers, ou des fils et filles d'étrangers. Donc moi, je veux bien qu'on réduise l'immigration, c'est ce que je souhaite, mais comment on fait à la place ? Eh bien, le seul moyen de réduire l'immigration, c'est d'accroître le temps de travail des Français. C'est de dire aux Français, et moi c'est ce que je souhaite, on vous consulte par référendum sur un sujet très précis. Soit on réduit l'immigration, mais dans ce cas-là, il faut que vous travaillez un peu plus, parce qu'on va devoir compenser la réduction de l'immigration, notamment de travail. Soit on réduit votre temps de travail, mais dans ce cas-là, il faut que vous acceptiez qu'il y ait un peu plus d'immigration. Moi, je souhaite qu'on réduise massivement l'immigration. Je souhaite qu'on réduise massivement l'immigration pour mon pays, pour les Français. Je souhaite qu'on réduise massivement l'immigration pour les étrangers eux-mêmes, parce que je veux qu'on accueille moins pour accueillir mieux. Je pense que c'est notre devoir moral de dire aux gens qui viennent en France, en fait, on accueille un peu moins d'entre vous pour vous accueillir mieux. Et je pense que c'est un contrat moral qu'on doit passer avec les pays d'origine et les pays de transit en disant, on organise l'immigration avec vous parce que c'est qu'ensemble qu'on va y arriver. Et donc, moi, je veux cette réduction massive en disant très clairement les choses aux gens, et notamment ceux qui nous écoutent, en disant, pour avoir une immigration choisie, il faut d'un côté qu'on assume d'avoir une immigration de travail.
où on organise l'immigration selon nos besoins, où on organise l'immigration en réduisant les visas étudiants en sciences sociales et peut-être en accroissant un peu les visas étudiants dans les filières ingénieurs scientifiques. Qu'on organise l'immigration en votant des quotas au Parlement chaque année ou tous les 3 ans pour organiser ces filières avec nos pays partenaires. Et ensuite, sur l'autre volet, qu'on assume d'assécher les autres voies d'immigration. Il y en a 4, je ne vais pas aller trop t'inquiète pas, je vais rapidement sur le sujet. Il faut qu'on assèche l'immigration irrégulière. Il y a plein de moyens de le faire. Et ça, c'est à la fois pour nous, mais c'est surtout pour les hommes et les femmes qui prennent des risques de dingue via des filières où ils se font exploiter. Il faut qu'on assèche le droit d'asile qui est dévoyé. Il faut maintenir le droit d'asile. Le RN veut le supprimer, il faut le maintenir, c'est la fierté de notre pays. Mais il faut arrêter qu'il soit dévoyé par des gens qui ne devraient pas avoir accès au droit d'asile parce qu'ils viennent d'un pays sûr. Troisième sujet, il faut qu'on arrête l'immigration pour soins auprès de personnes étrangères qui ont accès et qui ont la possibilité d'avoir accès à des soins dans leur pays et qui viennent en France se faire soigner. On n'a plus les moyens. Et je pense qu'il faut juste, de manière tout à fait transparente, le dire. Parce que moi, je préfère, si vous voulez, qu'on soigne à la fois les étrangers qui travaillent en France et les Français, plutôt qu'on soigne des étrangers qui viennent d'ailleurs et qui repartent. Et puis enfin, c'est un propos que j'ai eu il y a quelques jours qui a fait polémique, mais je pense qu'il faut qu'on revoie les règles du regroupement familial. Aujourd'hui, il est beaucoup trop large. Il faut qu'on le réduise, qu'on le restreigne pour assumer une vraie politique d'immigration de travail. Donc mon propos est de dire, pardon si j'étais un peu long, il nous faut une immigration de travail massivement réduite, mais réduite de plusieurs centaines de milliers de personnes par an, réduite. Qu'on l'organise à la fois au Parlement et qu'on l'organise avec les pays de transit et les pays d'origine, notamment le Maroc et la Tunisie, pour servir nos besoins, leurs besoins, et surtout pour conserver la dignité humaine des gens qu'on accueillera moins, mais qu'on accueillera mieux. Le renouvellement démographique dans tous les pays occidentaux, il est plus assuré, puisqu'on a un taux de natalité qui est inférieur à 2,1 dans tous les pays, même en France. Désormais, je crois qu'on est à 1,63, il me semble de souvenir. Comment on fait pour compenser ça si on diminue l'immigration ? Parce que même Emmanuel Macron avait parlé d'un réarmement démographique. Comment on fait pour compenser cela ? Même juste d'un point de vue aussi, comment on fait pour soutenir tout le modèle social actuel qui est amplement basé sur le nombre d'actifs qui ne fait que diminuer en France ? Tu as cité les 2-3 trucs clés. Première des choses, il y a une différence majeure aujourd'hui entre le nombre d'enfants par femme ou par famille et le nombre d'enfants désirés. Aujourd'hui, le nombre d'enfants désirés, il est à 2,2, 2,3 même en France. Donc en fait, il y a un écart massif entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants qu'on peut avoir, ce qui est une souffrance pour des milliers de familles. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on affronte des sujets qui sont tabous, mais la fécondité, notamment des hommes, qui est en chute et qui est une souffrance immense pour des milliers de familles. Il y a des propositions de loi qui sont sur le sujet, mais qui sont majeures. C'est la question du logement. Il y a des milliers de familles qui ne peuvent plus se loger dignement, françaises ou étrangères qui travaillent en France, mais françaises en l'occurrence. Tu as la question des crèches, tu as la question du coût de la vie. C'est la raison pour laquelle, dans quelques jours, faire une proposition qui est soutenue par d'autres, notamment un personnage très intéressant, David Lisnard, qui, on veut en fait indexer l'impôt sur le revenu sur le nombre d'enfants, par femme ou par famille. Donc l'idée est simple, elle est de dire, moi ce que je pense, si tu as un enfant, on te réduit ton impôt sur le revenu de 25%. Si tu as 2 enfants, on te le réduit de 50%. Si tu as un 3e enfant, on te supprime l'impôt sur le revenu. C'est un peu le cas avec les codes-part quand même. Ouais, mais c'est pas suffisamment clair. Plus loin en tout cas. Ça va pas tout régler, mais ça va aider. Donc le premier sujet, c'est qu'il y a tout un tas de mesures, logement, crèche, vie de famille, accompagnement, impôts, sur lesquels on peut travailler pour permettre aux familles qui veulent plus d'enfants d'en avoir plus. Tu as un deuxième champ, ce que je te disais, on ne peut pas faire avec 0 immigration. Mais l'immigration choisie, fondée sur le travail et fondée sur les pays d'origine dont on veut que cette immigration vienne, fait partie de la politique d'immigration choisie dont je te parle, qui est rejetée par la gauche comme par le RN. Et puis le troisième sujet, tu as parlé du modèle social. On ne peut plus avoir un modèle social financé de la manière dont il est financé. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, rien que les retraites. Grosso modo, toi et moi qui travaillons, avec nos impôts, on paye la retraite des personnes qui sont déjà à la retraite. Aujourd'hui, on ne paye pas pour notre retraite. On paye pour la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. C'était un système génial quand tu avais un retraité pour 5 actifs ou pour 4 actifs. C'est-à-dire que tu avais 4 personnes qui travaillaient qui payaient la retraite d'un retraité. Génial. Du coup, tu engrangeais. Tu avais des caisses qui se remplissaient pour l'avenir.
Aujourd'hui, tu as un retraité pour à peu près 1,7 actifs. Et bientôt, tu auras un retraité pour un actif, et peut-être qu'un jour, ça s'inversera. Donc, on ne peut plus payer la retraite de cette manière. Moi, ce que je te propose à l'inverse, parmi d'autres, c'est la retraite par capitalisation, où toi comme moi, on cotise pour notre retraite, et pour la retraite des autres aussi, pendant un temps monté, mais qu'on mette cet argent sur tout un tas de placements qui fructifient la retraite. Ou en gros, quand tu investis dans quelques années, tu auras 2, 3, 4, tout dépend du modèle que tu choisis. Tout le monde sera évidemment accompagné. Tu auras des garanties d'État très fortes pour que personne n'y perde, parce que c'est quand même l'enjeu. On va pas jouer à la roulette russe avec la retraite des gens. Mais tu as tout un tas de modèles qui existent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, dans beaucoup de pays, au Japon évidemment, où les retraites sont beaucoup mieux payées, parce que ça fait des années qu'ils ont un modèle par capitalisation, par investissement, où toi comme moi, on va pouvoir mettre au pot et faire fructifier notre épargne pendant plusieurs années pour avoir une retraite par capitalisation. Ça, c'est un double effet hyper positif. Ça veut dire que ta retraite, comme la mienne, comme tous ceux qui nous écoutent, serait assurée. Et puis, ça permettrait de faire baisser massivement le coût de la protection sociale sur nos entreprises et d'avoir des fonds de pension qui financeraient massivement l'indépendance industrielle et technologique de notre pays. Moi, je soutiens à fond la retraite par capitalisation. Je regrette, et c'est leur droit, qu'elle soit rejetée tant par la gauche que par le RN. La gauche a une logique qui est compréhensible. Ils sont dans une logique tout autre, mais elle est clairement étayée. Le RN, je n'ai jamais compris leur position sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Pas d'idéologie logique qui les guide là-dessus. Moi, je considère que si vraiment tu veux payer ta retraite dans les années qui viennent et si tu veux vraiment soutenir tes entreprises, ton industrie, les salariés français, et pour ces deux raisons, tu as intérêt à avoir la retraite par capitalisation. Tu viens de prouver la 8e merveille du monde, comme dirait Albert Einstein, les intérêts composés, évidemment. Une fois qu'on s'en rend compte, c'est incroyable sur 40 ans l'investissement, dans tous les cas. Et tout à l'heure, justement, on a beaucoup parlé finalement de l'immigration donc illégale, mais qui traduit aussi un peu une perte d'espoir en fait, pour les habitants en fait, dans des pays locaux. Est-ce que ça oblige aussi à repenser la coopération et aussi la politique de co-développement avec les pays de la Méditerranée ? Mais complètement. Mais on ne peut pas faire sans eux. Et pour une raison simple, c'est que les deux premiers vecteurs des flux migratoires au XXIe siècle, donc des gens qui vont partir de chez eux pour aller ailleurs, c'est les guerres de l'eau et c'est le changement climatique. Le meilleur moyen de réduire l'immigration, c'est de lutter contre le changement climatique. Et c'est la coopération avec les pays de transit et les pays d'origine. Je vais être très simple, je ne veux pas être trop poloche. Moi, je suis convaincu que si le RN arrive au pouvoir, ce que je combattrai de toutes mes forces, ils ne réduiront pas l'immigration. C'est à l'échelle européenne, dans tous les cas. Et c'est trois choses. On ne peut pas réduire l'immigration et réduire le temps de travail en même temps. Ce que je te disais tout à l'heure. Eux, ils veulent réduire le temps de travail, revenir à 62 ans pour la retraite. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, soit tu réduis le temps de travail et tu augmentes l'immigration, comme le veut la gauche, 32 heures, 60 ans et accroître l'immigration. Soit tu veux, comme nous, réduire l'immigration, mais donc augmenter le temps de travail. Mais tu ne peux pas faire les deux. Première incohérence qui fait qu'ils ne réduiront pas l'immigration. Deuxième incohérence, tu viens de le dire, l'Europe. Pour un parti qui dit que l'Europe est une civilisation, moi je considère que l'Europe est une civilisation, c'est pas parce que le RN le dit que j'ai pas le droit de le dire. Mais du coup, si l'Europe est une civilisation, faut qu'on trouve des solutions à l'échelle européenne. Tu as tous les États européens qui sont confrontés au même problème. De l'Italie à la Suède, du Portugal à la Roumanie. On est tous confrontés au même problème et on prend tous des mesures pour le faire. Mais donc, bien sûr qu'il faut coopérer à l'échelle européenne. Ils ne veulent pas coopérer à l'échelle européenne, c'est leur droit, mais donc ils ne réduiront pas l'immigration. Enfin, troisième sujet, tu ne peux pas dire que tu vas réduire l'immigration, mais refuser de lutter contre le changement climatique. Tu avais toute l'extrême droite qui était à l'investiture de Donald Trump, qui l'ont applaudi quand il a dit « drill, baby, drill, drill », en relançant massivement l'industrie des hydrocarbures et en sortant des accords de Paris. Ils l'ont tous ovationné, de Louis Alliot à Sarah Knafo. Mais derrière, ne dis pas que tu vas réduire l'immigration. Parce que si tu veux réduire l'immigration, tu as intérêt à investir des milliards, comme on le fait aujourd'hui. C'est pas suffisant, mais on le fait déjà beaucoup, avec tes impôts et les miens, pour lutter contre le changement climatique, lutter contre la désertification de pays entiers sur lesquels tu as des gens qui sont condamnés à partir. Moi, si tu veux, on me dit toujours qu'un immigré, il est coupable. Mais la vérité, il faut voir les parcours d'immigration. Mais c'est des gens, de base, s'ils avaient pu rester chez eux, ils seraient restés chez eux. C'est des gens qui ont été violés, qui ont été battus, qui ont été foutus sur des embarcations de fortune dont on a à moitié crevé le plastique, qui, pour beaucoup, coulent en mer Méditerranée pour venir en Europe.
Moi, je ne considère pas que ces hommes et ces femmes sont coupables. Je considère simplement qu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Et qu'il vaut mieux qu'on mette des moyens massifs de coopération avec leur pays d'origine pour que ces hommes et ces femmes puissent rester chez eux pour réduire les flux migratoires. Donc toute la politique d'immigration choisie dont je te parlais de base, on réduit l'immigration, on supprime l'immigration pour soins, on réduit le regroupement familial et on limite à l'immigration de travail, elle doit évidemment s'organiser avec les pays de transit et les pays d'origine. Et juste rapidement, donc tu as dit qu'il faudrait peut-être augmenter le temps de travail. Est-ce que tu penses que les Français accepteraient, même si on leur présentait tout bien, évidemment? Moi, si tu veux, j'entends matin, midi et soir des hommes et des femmes politiques qui me disent les Français ne peuvent pas comprendre, il ne faut pas les consulter, ils sont incapables de comprendre ce qui se passe, les décisions qu'ils prennent. Il n'y a rien de plus méprisant. Et en fait, il n'y a rien de plus détestable. Tout parti confondu d'ailleurs. Moi, je considère que sur des décisions structurantes comme celle-ci, il faut évidemment consulter les gens. Et chaque Français est évidemment parfaitement capable de se faire une opinion. On est un des peuples les plus politiques du monde. On est un des peuples qui a bouleversé la vie politique de son pays, mais à tellement de reprises. Donc évidemment, sur un sujet aussi important que celui-ci, il n'y a pas de mal à consulter les gens. Et simplement, pourquoi on ne fait pas plus souvent des référendums, justement? Parce que je pense que ce n'est pas forcément dans notre culture, et parce que je pense qu'on a un vrai problème pour le coup, c'est qu'on personnalise trop les référendums. On en fait une question de pour ou contre le président. Mais ça ne devrait pas être le cas. Et ça dépend comment tu poses la question. Moi, ce que je te propose, ce n'est pas pour ou contre l'immigration. Moi, ce que je te propose, c'est un référendum où on dit chères Françaises, chers Français, vous avez le choix. Soit on réduit votre temps de travail, mais il faut que vous acceptiez d'augmenter l'immigration. Soit on réduit l'immigration. On a plein de moyens de le faire, mais il nous faut un référendum. Mais dans ce cas-là, il faut que vous acceptiez de travailler un peu plus, et donc on augmente un peu votre temps de travail. Soit avec l'âge de départ à la retraite, soit en supprimant par exemple les 35 heures. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que les 35 heures n'existent plus depuis très, 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 très longtemps pour des millions de Français qui se marrent quand ils entendent qu'on a encore le débat sur les 35 heures, alors que ça fait belle lurette qu'ils n'y travaillent plus aux 35 heures et qu'ils aimeraient juste qu'on reconnaisse le vrai statut de leur boulot. Donc, si tu poses la question sans prendre les Français pour des cons, mais en leur disant la réalité du débat en cours, t'inquiète pas qu'ils sauront parfaitement faire la part des choses et prendre des décisions tout à fait souveraines, comme sont capables de le faire plein de peuples dans le monde. Je pense au peuple suisse, par exemple. Ok, bah écoute Charles, j'ai trouvé en tout cas les réponses hyper claires et intéressantes. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur ces sujets-là. On pourrait en parler pendant des heures. Hein, ouais, on pourrait en parler pendant des heures. J'avais noté plein de choses, mais en effet, c'est des sujets tellement intéressants et passionnants. Et en effet, ça... Ouais. Non, moi, ce que je te dis, c'est que j'aimerais vraiment beaucoup que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent commentent et réagissent et qu'on puisse poursuivre le débat derrière, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein d'avis différents. Et vraiment, ça m'intéresse de savoir ce qu'eux en pensent. Bah, c'est ça. En fait, souvent, j'ai l'impression que les gens se disent aujourd'hui, les politiciens ne nous écoutent plus. Et c'est un peu, j'ai cette impression aussi que souvent, beaucoup sont un peu dans une tour d'ivoire à l'Assemblée, certains peut-être avec leur chauffeur, et une fois élus, ils font tout pour être élus, et une fois élus, ils font un peu fi de jusqu'à la prochaine élection. Ils veulent plus trop parler aux Français, donc je pense que c'est aussi bien de parler directement aux gens. Ouais. Et que... on est des gens comme les autres. Alors, tu as un lot de tarés comme dans tous les métiers, comme dans tous les domaines, mais la plupart des députés sont des gens qui sont en fait des hommes et des femmes normaux. Et en fait, il faut juste qu'ils écoutent, parce que c'est leur boulot. Et donc moi, franchement, j'aurais grand plaisir à lire et à écouter toutes les réactions à notre échange. En tout cas, merci beaucoup Charles. Je te propose de passer à la prochaine séquence qui est donc Red Flag, Green Flag. Donc voilà, tu peux prendre les deux drapeaux. Donc en fait, je vais te donner une affirmation et tu vas me dire à chaque fois Green Flag, t'es d'accord, Red Flag, pas d'accord, en disant aussi le mot en tout cas pour les gens qui sont en audio directement, c'est plus simple. Ça y est, je suis prêt. Tu peux détailler à chaque fois, t'es pas obligé, mais okay. On va en faire plein. Premier, il faut taxer les riches. Alors, green flag, et je te rajoute que c'est déjà le cas. C'est vrai. La France est un pays qui taxe massivement ses entreprises et les ménages les plus aisés. Et donc, moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui, par démagogie, diront qu'ils ne sont pas taxés. Ils sont taxés massivement. Et ce sont des gens, parmi tous les autres, qui apportent une richesse de dingue à notre pays. Et donc, il faut les soutenir et non pas les dénoncer. Donc, tu es d'accord avec l'affirmation ou pas, du coup ? Ah, mais il faut les taxer, oui. Ah oui, c'est voilà. pour ça que je te dis green flag, mais ils le sont déjà. Oui, en effet. Je comprends la logique. Le 49.3 est un abus de démocratie. Red flag. Red flag, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Il existe pourquoi le 49.3 il est hyper important. C'est parce que lorsque tu as un blocage au Parlement, notamment sur le budget, c'est pas juste des sous. C'est notre capacité à faire tourner notre hôpital au 1er janvier. C'est la capacité à permettre aux Rafales de décoller au 1er janvier. Donc, il est évident qu'en cas de blocage, il faut que tu aies la possibilité d'avoir un 49.3.
Et le 49.3, c'est pas un passage en force. Hein. C'est le gouvernement qui dit aux députés « Je fais passer mon texte, sauf si tu me fais tomber ». Barnier, il est tombé sur le 49.3. Hein. C'est des gens qui l'ont censuré. Donc, c'est pas un abus démocratique. En revanche, il faut l'utiliser avec parcimonie. Un exemple, sur la réforme des retraites. Moi, je faisais partie de ceux, Aurore Berger et d'autres, qui voulaient qu'on aille au vote. Parce que sur un sujet aussi important que celui-ci, quand tu demandes aux Français de travailler 2 ans de plus, c'est un sujet majeur. Moi, j'étais pour. Mais même si j'étais pour, j'ai conscience que c'est un sujet très difficile à demander aux gens. Eh bien, il était évident qu'il fallait qu'on passe au vote. Et un parti comme le parti des Républicains, qui aurait peut-être renié ses engagements de campagne, eh ben, aurait montré à tous qu'il avait une colonne vertébrale ou qu'il n'avait pas de colonne vertébrale, lui parmi d'autres. Mais je pense que sur des sujets comme celui-ci, il aurait fallu aller passer au vote. Mais donc, pour faire court, non, ce n'est pas un abus de démocratie. Ok, très clair. Mais surtout, je crois que le gouvernement Elisabeth Borne, c'est celui qui a le record de 49.3 en revanche. Ouais, en fait, tu vois, là, typiquement, ça c'est l'argument d'extrême gauche, mais il est fallacieux. Quand tu dis qu'on a utilisé 10 49.3 sur le budget, la vérité, c'est que tu n'en utilises que un et que tu dois le répéter à chaque étape. Mais en fait, si tu fais le vrai calcul, elle est loin du gouvernement de Michel Rocard, qui, sous François Mitterrand, Premier ministre socialiste, président socialiste, Rocard, Premier ministre socialiste, Mitterrand, président socialiste, a lui, effectivement, le record de 49.3. Solide pour un gouvernement de gauche. Les salaires des députés sont trop élevés. Bonne question. Je vais dire red flag, parce que pour moi, ce serait complètement démago de te dire que on est surpayé, machin et tout. La vérité, c'est qu'on est plutôt bien payé. Et tous ceux qui se plaignent, à mon avis, font vraiment preuve d'une logique qui est pour moi incompréhensible. Par contre, moi, je travaille entre 16 heures par jour, et je travaille tous les jours. Là, avant de venir te voir, on est un samedi. J'étais toute la journée en circo. Demain, je démarre à 9h et je finis à 21h. C'est autant de temps que je passe pas forcément avec ma famille, avec mes amis. Il y a plein d'autres boulots, hein, on travaille comme un chien. Il n'y a pas que le nôtre. Hein. Mais le nôtre, on travaille comme un chien. Donc moi, j'estime pas qu'on soit trop payé. Et je pense que je vais me faire insulter peut-être par certains par cela. Mais je préfère dire ce que je pense plutôt que de faire de la démagogie sur ta chaîne. Bien sûr. Il faut interdire X en Europe. Red flag. Pourquoi ? Parce qu'on a voté des textes très importants qui s'appellent le DSA et le DMA pour réguler notamment les géants du numérique en Europe. Et donc moi, ma réponse, ça va être il faut que X respecte les lois européennes. Et quand il ne les respecte pas, tu vois, Google, il y a quelques jours, s'est fait après une amende record par la Commission européenne et plusieurs États européens parce qu'ils ne respectaient pas nos règles. Moi, je ne suis pas pour, si tu veux, interdire. Je pense qu'il y a une fine limite entre les régimes libéraux et démocratiques et les régimes autocratiques. Je ne suis jamais pour l'interdiction, sauf en cas extrêmement grave. En revanche, je suis pour une régulation massive de ces plateformes qui présentent, à mon avis, un enjeu mais délirant pour les années et les décennies qui viennent pour nos populations. Il faut plafonner les salaires des grands patrons. Red flag. Là encore, je pense que je vais me faire insulter, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les patrons du CAC 40, ils sont infiniment moins bien payés que les grands patrons chinois, américains et de beaucoup d'autres pays européens. Et la deuxième des choses, c'est que si tu commences à plafonner les salaires dans le monde du privé, eh bien, en fait, tu viens empiéter sur un principe fondamental qui est celui de la libre administration des acteurs privés et de la propriété privée. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la plupart des grands patrons sont tenus par leurs assemblées générales, sont tenus aussi par l'État, lorsque l'État est impliqué dans les entreprises, et c'est normal qu'on ait ces contrôles, y compris sur le salaire des grands patrons. Par contre, moi, je fais 2 constats. Un, nos grands patrons sont infiniment moins payés que dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Et de 2, moi, je défends le principe de la libre administration de nos entreprises, parce que nos entreprises, ce n'est pas des objets qui s'auto-fonctionnent, c'est des hommes et des femmes qui les ont bâtis. Et quand l'État commence à empiéter dans ce type de domaine, on s'expose à des dérives extrêmement graves que l'on voit dans d'autres pays du monde. Où je me prie de bien vouloir mes téléspectateurs de me pardonner pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi sur ce sujet. Surtout que les salaires des boîtes cotées sont soumis au vote en assemblée générale et au conseil d'administration. Donc en soi, bien sûr, les actionnaires sont d'accord ou pas d'accord. Et les actionnaires, on a l'impression que c'est des fonds d'investissement que personne ne connaît, occultes, machin. Bon, la vérité, c'est qu'il y a des fonds au capital de toutes nos boîtes.
Mais les actionnaires, c'est aussi des milliers, des dizaines de milliers de Français, même Oui. je pense des millions de Français, qui sont actionnaires de leurs entreprises et qui peuvent voter aux assemblées générales de leurs entreprises, y compris pour valider ou non la rémunération de leur patron. Et on a connu un grand nombre de patrons dont la rémunération n'a pas été validée. Ça leur a pas fait plaisir, mais c'est qu'il devait y avoir une raison parfaitement légitime pour la refuser. Ah mais clairement, par exemple, je crois que une des dernières rémunérations d'Elon Musk a été refusée en Assemblée générale. Et il y a même un procès actuellement pour savoir s'il aurait droit ou non d'il y a 3 ou 4 ans. Donc en fait, parfois, quand c'est vraiment peut-être hallucinant pour les actionnaires, ils peuvent dire non Oui, sur le papier. mais c'est le cas. C'est le cas. En revanche, on a régulé ce qu'on appelle les retraites chapeau. Donc, les retraites chapeau, c'est ce que l'État versait aussi aux patrons qui prenaient leur retraite. Ça, c'est un truc qu'on a massivement plafonné, qui est d'ailleurs très bas, et tant mieux, parce qu'il n'y a pas de raison, pour le coup, que les Français, par tes impôts et les miens, on verse des sommes délirantes aux anciens patrons lorsqu'ils prennent leur retraite. Donc ça, je pense que c'est le bon équilibre, si tu veux. L'Arcom a eu raison de fermer C8. Red flag. Pourtant, je suis député du Bloc central, un député modéré. Moi, je pense que cette décision est incompréhensible. Parce que c'est une décision qui contrevient à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, quel qu'en soit... Et surtout, c'est une décision qui n'a pas été soumise au contrôle démocratique. C'est ça, c'est l'Arcom qui est indépendant de l'État en tout cas. Bah ouais, mais toi, tu as le sentiment d'avoir eu le choix en votant pour un député Non, c'est sûr. de ta circo ou autre. La vérité, c'est qu'en plus, je pense qu'ils ont tapé à côté parce que la chaîne et l'animateur qu'ils ont voulu cibler ont vu leurs audiences exploser depuis la fermeture de la chaîne des C8. Bah, surtout qu'il visait Cyril Hanouna et il va sur M6 à partir de septembre. Bah, Donc ça voilà, change rien. et puis bon, aujourd'hui, de facto, moi, tu vois, quand je vais sur Europe 1, par exemple, Cyril Hanouna a une émission, c'est hallucinant de voir le nombre d'auditeurs qui écoutent et qui appellent en disant « Moi, j'écoute Cyril Hanouna parce que c'est le candidat de la liberté d'expression. » Et donc, je ne suis pas en train de dire que C8 avait pas fait de conneries. C8 avait fait des conneries. Des conneries graves pour lesquelles ils auraient pu être condamnés. Mais fermer une chaîne Bah, ils ont de été cette condamnés. manière, et à mon avis, est honnêtement une décision qui me paraît grave pour la liberté d'expression et d'opinion de notre pays. Et c'est un sujet où je suis très heureux de voir que et le législateur et le gouvernement se penchent de près pour voir comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre entre régulation qui est essentielle. Le RN veut supprimer toute régulation, je pense qu'il faut une vraie connerie. Il faut une régulation, mais pour qu'il garantisse la liberté d'expression et d'opinion. L'inéligibilité de Marine Le Pen est une décision politique. Bah, red flag. Enfin, ça dépend comment tu le dis, mais le juge a appliqué une loi qui a été votée et qui a été soutenue massivement par le RN à l'époque. Le fait que Marine Le Pen puisse être rendue inéligible, oui, ça pose une problématique démocratique. C'est aujourd'hui, lorsqu'elle est testée elle-même, la favorite du premier tour. Elle représente derrière elle 11 millions de Français lors des législatives. Et ces 11 millions de Français, ils méritent d'être respectés. Et ils méritent d'avoir un candidat comme n'importe qui à l'élection présidentielle. C'est un candidat, en l'occurrence, que je combats. Mais c'est un candidat que je respecte, parce que je suis un démocrate. En revanche, le juge, en l'occurrence, a appliqué une loi. A appliqué une loi que le RN a soutenue. Même a soutenue massivement, et même qu'elle voulait renforcer. Dans la loi, il existe une peine d'inéligibilité sur un temps relativement court. Marine Le Pen voulait une inéligibilité à vie. La deuxième chose, c'est que le RN a été condamné à détournement de fonds publics du Parlement européen. Et donc, si la loi est mal faite, il faut la changer. Moi, je ne suis pas particulièrement favorable à des lois d'inéligibilité parce que toute loi qui priverait le peuple français d'une... Par exemple, je ne suis pas non plus favorable à la limitation des mandats présidentiels. Pas parce que je suis en extase devant tel ou tel président, mais parce que il faut donner une liberté complète au peuple français de choisir qui doit les gouverner. Donc les peines d'inéligibilité, je ne suis pas massivement favorable. En revanche, la décision qu'a prise le juge là, en l'occurrence, n'est pas une décision politique, c'est une décision juridique fondée sur une loi qui a été votée avec le soutien du RN il y a plusieurs années. Donc si on veut l'arrêter, il faut changer la loi et pas changer le juge en l'occurrence. La France insoumise est le parti le plus dangereux de France. Écoute, moi je vais te dire très franchement les choses, je vais prendre 2 faits. Depuis que j'ai été élu en 2022, j'ai entendu certains députés de la France insoumise remettre en cause la gravité de la rafle du Veldiv. J'ai entendu la présidente de du groupe La France insoumise, Mathilde Panot, comparer Emmanuel Macron au maréchal Pétain.
J'ai entendu Rima Hassan dire que les actes terroristes du 7 octobre étaient des actes légitimes. J'ai entendu dire, certes, Aurélien Saint-Toul ou Thomas Porte, député LFI, expliquer que Olivier Dussopt était un assassin et qu'il fallait utiliser sa tête pour jouer au football. J'ai entendu Daniel Obono, député LFI, expliquer que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste, mais était un mouvement de résistance. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon expliquer que l'antisémitisme était résiduel en France et exploiter de manière inique la mort du pauvre Aboubacar, qui est décédé sur le territoire français, assassiné dans sa mosquée, d'une manière parfaitement électoraliste, comme l'a révélé les vidéos de l'un de tes confrères. Donc j'estime, si tu veux, que sur tous les sujets, la France insoumise met une huile sur le feu absolument abominable, est en train de mettre de l'huile sur les plaies de notre pays à des fins électoralistes, est en train d'instrumentaliser les musulmans comme si c'était des Français incapables de réfléchir, en leur expliquant que parce qu'ils sont musulmans, il faut voter pour la France insoumise et pour personne d'autre, qui contrevient au principe fondamental de la démocratie française, qui est que, en fait, chaque Français est Français avant d'être considéré selon sa couleur de peau, sa religion, son origine sociale, ethnique ou autre. Et donc, je considère que la France insoumise est l'un des, si ce n'est peut-être le parti le plus dangereux de France aujourd'hui, du fait de l'instrumentalisation massive qui font de la question de couleur de peau ou de la question religieuse telle qu'ils le font. Et ce qui me rend le plus triste, si tu veux, c'est que je ne crois même pas que Mélenchon il croit ce qu'il fait. Le Mélenchon des années 2010, il voulait interdire le voile dans la rue et il voulait empêcher l'existence du conflit israélo-palestinien sur le territoire français. Et c'est ce même Mélenchon qui, en l'espace de moins de 10 ans, a opéré une bascule sans précédent pour des raisons électorales absolument iniques et scandaleuses. Et moi, j'ai vraiment, vraiment un sentiment de... C'est le combat de rage qui m'anime pour vaincre ces gens-là qui ne veulent qu'une chose, c'est la division de notre pays pour des raisons électoralistes. Ok, très clair. Écoute, avant de passer à la dernière séquence, une affirmation plus légère, je dirais. L'argent fait le bonheur. Red flag. Je pense que l'adage très court, c'est qu'il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais il ne fait pas le bonheur. Je vais passer à une séquence qui est tu résous un problème en 1 minute 01. Donc je te laisse un peu de temps, Pierre, de réfléchir. Je vais te donner une question, une problématique, et tu me donnes un peu un début de solution, dirais-je. Je vais en effet poser drapeau. Si tu étais président, comment tu résoudrais la crise liée au narcotrafic ? En fait, pourquoi est-ce que c'est une question très difficile ? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun État dans le monde qui a trouvé la solution. Sinon, on l'appliquerait tous. La raison pour laquelle je suis défavorable à la légalisation, notamment du cannabis, pour répondre à je comprends les arguments, et même je les respecte. Je n'ai absolument pas la science infuse. La raison pour laquelle je suis contre la légalisation du cannabis, elle est triple. D'abord, parce que si tu légalises le cannabis, en fait, ce que tu fais, c'est que tu dis, bon, on a un problème dans la société qu'on n'arrive pas à résoudre, et donc on va le légaliser pour que ce soit plus un problème. Donc j'ai un énorme problème de principe là-dessus. Deuxième des choses, c'est un problème de santé publique. On ne peut pas dire que le cannabis n'a pas un impact sur la santé publique. Et ceux qui te disent, ouais, mais l'alcool, c'est légal alors que c'est un problème de santé publique. Oui, l'alcool est un problème de santé publique. Moi, je suis absolument pas contre l'interdiction de l'alcool, mais ça ne veut pas dire que du coup, sous prétexte qu'il y a 2 trucs qui nuisent à la santé, que tu dois légaliser tout ce qui nuit à la santé. Donc ça, c'est un argument pour le coup que je comprends moins. Et la troisième des choses, c'est que tous les pays qui ont légalisé le cannabis sont en train de revenir sur cette décision, notamment en Europe, parce qu'ils constatent tout simplement que, 1, on n'a pas réduit le marché noir sur le cannabis, ou si peu, et de 2, que les réseaux de trafic se tournent vers d'autres drogues, d'autres substances, parce que les populations s'habituent à la consommation de drogue, et donc qui peuvent du coup se tourner vers d'autres substances. En revanche, le tout répressif, massif, aujourd'hui, n'a pas donné de résultat. Moi, je suis pour le tout répressif et une politique absolument massive de lutte sans merci contre le trafic de drogue, si on la prend par les 2 bouts. Jusqu'à présent, on lutte contre le producteur, donc celui qui vend. Et ce qu'on a voté à l'Assemblée est sans commune mesure, ce qui prouve d'ailleurs que l'Assemblée fonctionne. C'est-à-dire que ce qu'on a créé là, on vient de créer un parquet dédié. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour lutter contre le terrorisme au lendemain des attentats du Bataclan, ce qui a eu du succès parce qu'on a démantelé des filières entières de lutte contre le terreau, et ben on va faire la même chose sur le narcotrafic.
Et moi, j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, je pense à des centaines de milliers d'habitants de ma circonscription, en l'occurrence des milliers d'habitants de ma circonscription, qui souffrent du narcotrafic. Il y a quelques semaines, il y a eu un règlement de compte entre des gens qui étaient sur des scooters à la calache, qui ont du coup tiré sur des bâtiments du pont du Rotoir à Guyancourt sur ma circo, avec des balles qui sont passées à moins d'un mètre de la tête d'une petite fille qui est en train de réviser. Et bien pour cette petite fille, pour cette famille, moi je ne me résoudrai jamais à lutter contre le narcotrafic. Et la vérité, c'est que l'opération Place Nette d'il y a un an, plus qu'on vient de voter, un arsenal répressif sans commune mesure, est le seul moyen de foutre ces mecs en tôle, de leur foutre les peines les plus dures au monde, d'expulser ceux qui n'ont rien à foutre sur le territoire français pour protéger nos familles. Et la deuxième chose, pour prendre l'autre bout, c'est que moi je veux qu'on mette un arsenal répressif contre le consommateur. Je vais peut-être pas me faire des copains, encore une fois, par ceux qui nous écoutent, mais moi je veux juste leur dire une chose, c'est que ceux qui tapent une fois de temps en temps, ceux qui fument un petit joint de temps en temps, je suis sûr qu'ils pensent pas à mal. Ils se font un peu kiffer. Mais il faut qu'ils sachent que la petite fille qui a été mise en danger sur ma circo et les centaines de familles qui vivent dans la peur, et ceux qui y croient pas, je les emmène. Ils m'écrivent en dessous de la vidéo, je les emmène. Je leur montre ce que c'est de vivre dans la peur constante de quartiers qui sont tenus par des gangs. Et comment ils se font du blé, ces gangs? Ils se font du blé en vous le vendant à vous. Donc tous ceux qui tapent, j'aimerais juste qu'ils réfléchissent une minute en se disant, si je tape un peu moins, ou si j'arrête de prendre du shit ou de fumer mon petit cannabis, je vais peut-être contribuer à mettre cette petite fille en sécurité qui n'a pas la chance de vivre dans un quartier comme moi dans lequel je vis. Donc moi, je veux qu'on tape les deux bouts de l'omelette. C'est trop facile de taper juste les narcotrafiquants. Il faut le faire. On vient de voter un arsenal de dingue pour lutter contre, et on va aller encore plus loin. On y consacre des moyens de dingue. Mais je veux aussi qu'on tape le consommateur, parce que sinon, c'est hypocrite. Surtout qu'en plus, en termes de santé personnelle, c'est horrible. Ouais, bien sûr. C'est horrible, tu deviens un légume. Mais surtout, moi, le message vraiment que je veux faire passer, c'est que je suis convaincu que ceux qui tapent une fois de temps en temps, ils pensent pas à mal. Non, ils pensent pas. Tu penses pas à toute la chaîne d'approvisionnement. Non, c'est pas des sadiques. Mais je veux qu'ils sachent, maintenant, ceux qui écouteront ça, ils le sauront. Et si vous y croyez pas, je vous emmène. À chaque fois que vous tirez sur un joint, vous mettez des familles, et notamment des familles immigrées ou des fils et des filles de l'immigration, mais pas que, des Français de souche, comme on dit, même si j'ai pas cette expression, aussi, dans une insécurité innommable qu'ils n'imaginent pas, qui serait que parfois, à des coups de calache tirés à moins d'un mètre de la tête d'une petite fille. Et ça, je vous parle des Yvelines. Donc imaginez ailleurs sur le territoire français. Ok, très clair. Alors, 1 minute 01, on va pas du tout respecter. Ouais, désolé. Alors, la prochaine... C'est intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. Mais c'était justement parce que c'est tellement intéressant que c'est pour avoir un peu un début de piste. Le deuxième, on va faire seulement 2 questions. La seconde question, c'est si tu étais président, comment tu favoriserais l'entrepreneuriat en France? Énorme question. Déjà, moi, j'estime qu'on y a contribué depuis quelques années. On a baissé massivement les impôts. On a voté des lois qui ont permis de faciliter les embauches, 3 millions d'emplois comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que notre énorme combat, maintenant qu'on n'a pas du tout résolu, c'est de foutre la paix aux entrepreneurs. La paperasse de dingue que tu dois faire, qui est juste délirante, elle n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, toutes les normes qui sont mises en place à l'échelle européenne sur ce sujet sont délirantes. Elles sont prises parfois par c'est un europhile qui le dit, un pro-européen qui le dit, par des eurocrates qui n'ont jamais rien vu d'autre que Bruges ou Bruxelles, qui, sous couvert de bonnes intentions, toujours mènent une vie d'enfer à nos entreprises, et notamment à nos entrepreneurs. Il faut que ça s'arrête. Donc tout ce qu'on a fait pour totalement revoir la chaîne du financement, par exemple la BPI est objectivement un organe extraordinaire aujourd'hui, 50 milliards d'euros d'actifs en gestion, l'accompagnement de dizaines de milliers d'entrepreneurs sur le territoire français. On peut toujours faire mieux. D'ailleurs, je suis preneur de tous les recos pour ceux qui voudront m'écrire ensuite. Mais notre prochain combat, qu'on n'a pas résolu depuis 7 ans, je vous disais, on n'a pas tout réussi, c'est le combat de la simplification de la vie des entrepreneurs qui, à mon avis, devient un enjeu vital pour eux. Écoute, merci beaucoup, Charles. Merci à toi. On va passer à la dernière séquence très simple. Dans ce petit bol, il y a eu des questions des abonnés que j'ai fait une story Insta. J'ai dit, est-ce que si vous aviez une question à un député, quelle serait-elle? Alors, je te laisse prendre le bol. Ouais. Et tirer à chaque fois une question, la lire et y répondre. Il y a de tout. Alors. Parfois, j'ai reformulé. Brice, tu me demandes si je crois que l'indemnité mensuelle d'un député est justifiée. Alors ça, j'ai eu l'occasion d'y répondre tout à l'heure. Ce que je disais, tu pourras réécouter un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que oui, je pense qu'elle est justifiée, elle est élevée, et je ne vais pas dire le contraire, mais chaque député, à quelques exceptions près, bosse comme un dingue,
On a beaucoup de chance d'occuper cette fonction parce que c'est des milliers de Français qui nous ont fait confiance. On a beaucoup de chance d'occuper ces fonctions parce que ce sont des fonctions prestigieuses. Mais je peux te dire que je n'ai pas un seul exemple en tête de député qui ne donne pas honnêtement sa vie, matin, midi et soir, week-end, plus de 10 heures, enfin, allez, 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Et vraiment, j'exagère pas. Je pense vraiment que une indemnité qui, oui, est relativement élevée, est justifiée pour le travail que c'est. Mais si tu estimes que ce n'est pas le cas, je respecte tout à fait ton avis, évidemment. Écoute, merci beaucoup pour cette réponse. Allez, une autre. Alors, Jacques, tu me demandes pourquoi le peuple doit-il payer la mauvaise gestion financière des gouvernements ? C'est une excellente question. La vérité, c'est qu'il ne devrait pas le faire. Alors maintenant, et d'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est très objectivement l'un de nos échecs depuis 7 ans. Et je pense qu'il faut le dire. On n'a pas tout réussi. Et l'un de nos échecs, c'est qu'on n'a pas réussi à suffisamment réformer notre économie et l'État. On a mené beaucoup de réformes, mais peut-être pas suffisamment, pour régler la question des finances publiques. Maintenant, il y a 2 choses, Jacques. La première, c'est qu'imagine, tu as la crise Covid qui se déclenche. Et d'un coup, tu as toutes tes entreprises qui ferment et on est confiné. Et la décision que tu dois prendre en tant que gouvernement, c'est qu'en 48 heures, tu dois injecter ou non 350 milliards d'euros dans l'économie française. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas ? Il y en a certains qui diront qu'ils ne l'auraient pas fait. Je respecte leur avis. Moi, je considère que c'était une bonne chose de le faire parce que la vérité, c'est qu'on a protégé des dizaines de millions d'emplois et des milliers d'entreprises de la faillite et de la disparition. Et que cet argent dépensé était un bon argent dépensé. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième question que je voudrais te poser, c'est que les retraites, aujourd'hui, elles sont responsables de la moitié de l'endettement supplémentaire depuis 7 ans. Donc sur les 1000 milliards d'euros de dettes, tu en as un peu plus de 500 milliards qui sont dédiés à la protection sociale et notamment à nos retraites. Donc on a un énorme problème dans notre pays de financement de la sécurité sociale et de financement de la protection sociale et tout simplement des finances publiques liées au social. La vérité, c'est que si tu as l'impression que tes services publics ils se sont dégradés, c'est vrai pour une partie et moins vrai pour d'autres, mais c'est très vrai pour une partie des services publics. C'est parce que la vérité, c'est que l'État, il sait serrer la ceinture depuis maintenant des années et des années et des années. Et la vérité, c'est que sur certaines politiques, il sait un peu trop serrer la ceinture. Et la dépense qui a explosé, c'est la dépense liée au financement de la protection sociale. Donc moi, ta question, elle est très bien formulée. Et non, le peuple ne devrait pas payer la mauvaise gestion financière du gouvernement. Mais est-ce que selon toi, le peuple, et toi compris, tu es prêt à ce qu'on réforme totalement notre protection sociale et notre sécurité sociale pour réduire le trou ? Parce que si on ne le fait pas, le trou, il va s'agrandir. Moi, je fais partie de ceux, et ça ne fait pas plaisir, hein. Moi, ça ne me fait pas plaisir de dire ça, de dire qu'il faut qu'on résorbe le trou en réduisant et en réformant notre protection sociale. D'autres députés te disent qu'il ne faut pas le faire, mais la vérité, c'est qu'à mon avis, c'est le seul moyen de régler la question des finances publiques. Ok, très clair. Merci beaucoup, Charles. Je te propose une dernière question et après on clôture. Dernière question. Alors, qu'est-ce que c'est ? Amine, ça sert à quoi un député ? Ah ouais, on a déjà répondu, je pense, tout à l'heure. On a déjà répondu. J'espère que cette émission t'aura convaincu. Une dernière, vraiment, parce qu'on a vraiment répondu au début. Myriam, voulez-vous devenir président ? Est-ce que tous les politiciens veulent devenir président ? Je pense qu'il y en a une bonne partie qui veulent devenir président. Mais il y a une excellente phrase un jour que m'a dit... Je sais pas qui m'a dit ça. Je me demande si ce n'est pas une phrase de Chirac. Il faut vérifier. Je pense que ta communauté pourra vérifier. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui voudraient devenir président de la République. Mais ils n'ont pas les compétences. Il y en a très peu, très peu, qui veulent devenir président de la République. Et je pense que pour devenir président de la République, il ne faut pas simplement le vouloir hypothétiquement, il faut en faire le combat d'une vie. Oui. Et ça, je pense que ça appartient à très peu d'hommes et de femmes politiques. Okay. Je te réponds de manière détournée, mais tu comprendras à ce point-là que je suis un homme politique pour le coup et qu'il y a des traits qu'on retrouve chez les uns et chez les autres. Il faut toujours répondre de manière détournée. Bon, en tout cas, Charles, merci beaucoup d'être venu. Merci. Je trouve ça hyper intéressant. J'espère aussi que les gens qui écouteront auront aussi compris plus de choses à propos aussi de Charles Rodwell, le député, mais aussi le citoyen qui est comme nous au quotidien. Je vous remercie à tous en tout cas d'avoir écouté le format long, notamment sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner car ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui verront aussi les formats courts et évidemment la partie audio sur les plateformes de streaming. Merci du coup Charles Rodwell. Un immense merci, c'était génial.
Et vraiment, je me tiens à la disposition de chacun de ceux qui nous écouteront. En tout cas, je vais te laisser le mot de la fin. Charles Rodwell, député de la première circonscription des Yvelines, si tu avais un message pour toutes les Françaises et les Français, quel serait-il ? Faites de la politique. Et il y a une phrase qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez peut-être compris dans cette émission que je n'étais pas son plus grand fan, mais il y a un sujet sur lequel il a raison. Il a dit une fois, une conférence d'ailleurs, la vidéo a été virale, donc vous pourrez la retrouver. Il disait une fois, les Français ont les hommes et femmes politiques qu'ils méritent, et ceux qui n'aiment pas leurs hommes et femmes politiques, ils devraient faire de la politique. Sachez juste une chose, c'est que la politique, c'est ouvert à chacun d'entre vous. Quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu, quelles que soient vos convictions, faites de la politique, vous pouvez vous engager, c'est ouvert à tous. Et honnêtement, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui pouvaient percer parce que chacun a quelque chose à apporter, mais vraiment de dingue à ce pays. Merci à tous, en tout cas pour votre écoute.